j'ai commencé par de toute façon les questions d'usage dont il faut traiter tout de suite, hein, la validation du cours, l'organisation, ces choses-là, toutes ces questions primordiales. Donc voilà, petite fiche de résumé. Alors qu'est-ce que c'est le but du cours? Donc on va parler du libre arbitre. Alors la raison pour laquelle le libre arbitre n'apparaît pas dans le titre du cours va devenir clair dès la première séance, c'est parce que en gros c'est pas un terme très très clair. Voilà. Hein. Donc il y a plusieurs façons de définir ce dont on parle quand on parle du libre arbitre. Bonjour. Vous n'avez rien raté, hein, je viens juste de commencer. Il y a plusieurs façons de définir le libre arbitre et suivant la façon dont on le définit, ça donne lieu à des discussions et des problèmes très très différents en fait. Donc l'angle que je vais prendre dans le cours, ça va être de le définir en relation avec la responsabilité morale, ce qui est en fait ce que beaucoup d'auteurs font. Hein. Ce n'est pas spécialement original parce que c'est juste que c'est l'angle d'attaque qui permet de couvrir le plus gros du débat philosophique des 20e et 21e siècles. Alors je ne vais pas faire énormément d'histoire de la philosophie. Alors forcément, je parlerai un peu d'histoire de la philosophie juste parce que c'est une manie personnelle. Donc par exemple, aujourd'hui, vous aurez des pages sur Youb. Mais à la base, le but, c'est plutôt de parler du débat contemporain. Et aussi, la raison pour laquelle j'ai donné ce cours, c'est parce que j'ai le projet d'écrire un bouquin plus ou moins d'introduction au truc, au débat. Mais bon, on est toujours occupé à faire autre chose, donc à faire les choses plus importantes, les choses obligatoires, les choses pour le lendemain. Par exemple, préparer les cours. Donc je me suis dit, si je donne un cours sur le sujet, je serais bien obligé au moins de prendre des notes sur le sujet. Donc voilà, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. De toute façon, normalement, le format du cours, c'est plutôt le format séminaire-discussion. Donc n'hésitez pas si vous avez des objections, des points qui ne vous paraissent pas clairs. Ça m'aidera à voir justement ce sur quoi il faut que je sois plus explicite. Alors la validation du cours, pour ceux qui le valident, elle se fait de deux façons. Il y a un contrôle continu qui est juste pour garder votre attention sur le cours, qui n'est pas directement noté, mais qui peut jouer, disons, on va dire que dans la marge d'incertitude qui pourrait déterminer votre note finale, pourrait faire peser la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Le principe du contrôle continu, c'est que vous avez un article à lire par semaine, et ce que j'attends de vous, c'est que vous envoyiez une ou deux questions, remarques, objections, à l'enseignant, c'est-à-dire moi, avant le lundi minuit, hein, comme ça me laisse le mardi, mercredi pour intégrer vos objections, vos questions de clarification à l'intérieur du cours. Hein, et ça vous oblige un peu, du coup, à lire les articles. Pas que j'ai des doutes sur vous spécifiquement, mais c'est la nature humaine en général, plus généralement, on va dire. Et donc, la validation finale du cours se fait par un mémoire qui est à rendre et à une défense orale du mémoire. Alors, le mémoire, la longueur varie en fonction du nombre de CTS que vous validez. Si vous validez ce cours pour 6 ECTS, c'est 6000 mots environ, bibliographie comprise, sauf si vous faites exprès de mettre 3000 références dans la bibliographie. Hein. Mes critères sont assez flexibles et peuvent traquer ce genre de petites astuces. Et environ 10 000 mots, c'est-à-dire la taille d'un article en fait, scientifique, si vous validez pour 12 ECTS, donc si c'est votre gros mémoire. Alors là, je vais juste faire une petite parenthèse méthodologique. Donc chaque année, j'encadre des mémoires en philosophie et en psychologie. Et ce sont deux univers très très différents, hein, parce que en psychologie, quand j'encadre des étudiants, en général, on les voit toutes les 2-3 semaines, on travaille avec eux, on voit plusieurs versions du mémoire. Ça, c'est quand j'encadre les mémoires en psychologie. Et jusqu'ici, les mémoires en philosophie, ça a été plutôt du genre... dans le meilleur des cas, l'étudiant me donne son sujet à l'avance, puis je le vois à l'examen. Une fois, quand même, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une version du mémoire en plein milieu pour avoir mon avis et des retours sur la question. Donc, vous voyez, c'est deux choses très différentes. Donc, vous pouvez faire ça. On va dire que vous pouvez faire votre mémoire de façon parfaitement autonome. Hein, c'est votre création, c'est ces choses-là. Ou, comme on le fait en psychologie, je peux essayer d'utiliser vos efforts et de les détourner à mes propres fins de façon productive. C'est-à-dire en vous suggérant des sujets qui sont en lien avec des choses sur lesquelles je travaille. Et donc, ça pourrait être utile pour moi d'avoir des gens qui fouillent cette littérature. Donc, je vous donnerai, pour ceux que ça intéresse, je donnerai une liste de sujets potentiels justement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et dans ces sujets de mémoire potentielle, il y a des sujets qui sont purement théoriques, c'est-à-dire voilà, c'est des revues de la littérature, regarder la littérature sur un débat, faire un résumé, etc.
mais aussi pour des raisons qui apparaîtront au cours du séminaire, si vous restez, il y aura aussi des possibilités de participer à des recherches empiriques, hein, c'est-à-dire que j'ai collecté plein de données sur la façon dont les gens pensent au libre arbitre, hein, sur des questions sur le libre arbitre, et maintenant il faut des gens pour lire toutes ces choses et faire le tri, etc. Donc il y a possibilité de faire un mémoire qui forcément aura une partie revue de la littérature théorique, mais dans laquelle une partie du travail sera justement de contribuer à ces choses-là. Je sais que c'est un peu bizarre en philo, on n'a pas l'habitude, mais je pense que vos camarades psychologues voient plus comment ça se passe en général. Mais voilà, disons que c'est plus en général, il y a beaucoup de mémoires qui sont faits à l'Université de Genève en philosophie, et on ne voit jamais aucune trace de ces mémoires. Donc j'essaye de rationaliser l'utilisation de la force de travail des étudiants. Mais bon, après vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc voilà, je vais passer au cours. Et donc comme je disais, comme ne montre pas le titre du cours, je vais parler du problème du libre arbitre. Et donc, dans cette séance et dans celle d'après, je vais m'en tenir à des considérations très basiques, mais qui sont quand même déjà assez complexes. C'est-à-dire, je ne vais pas dire ce qu'est libre arbitre, je ne vais pas défendre telle ou telle théorie du libre arbitre, je ne vais pas examiner tel argument sur le libre arbitre. On va juste essayer déjà de savoir c'est quoi le problème. C'est une bonne... Voilà, ça, c'est une bonne méthodologie philosophique. On a un problème, tout le monde sait qu'il y a un problème avec le libre arbitre. C'est un problème très très important, hein, millénaire. Mais la question, c'est quoi exactement le problème? Et on verra qu'en fait, il y a plusieurs façons de formuler le problème, et ça amène à des problèmes différents, en fait. Et tous les auteurs qui travaillent sur le libre arbitre, y compris en philosophie, n'ont pas forcément le même but ou n'ont pas forcément le même problème en tête. Alors, ce n'est pas un scoop, hein, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, ils en sont conscients, il n'y a pas de problème. Mais vous, quand vous arrivez en dehors dans cette littérature, des fois, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des gens qui disent des choses absolument différentes. Hein, il y en a un qui va dire le libre arbitre c'est ça, puis l'autre il va dire le libre arbitre c'est ça. Et on va voir qu'en fait, peut-être qu'ils sont tout à fait d'accord, c'est juste qu'ils ne parlent pas de la même chose et qu'ils n'emploient pas les termes dans le même sens. Donc c'est bien de savoir exactement quel est le problème. Donc je vais commencer justement par... Alors il y a plein de façons très différentes, très distinctes d'aborder le problème, mais il y a deux grandes façons d'aborder le problème du libre arbitre, et donc je vais présenter ces deux grandes façons pour commencer. Je vais commencer par présenter la première, qui est celle que je prendrai dans ce cours. Hein. C'est la version du problème que je vais aborder dans ce cours, et puis je vais la distinguer d'une autre version du problème, qui n'est pas celle que j'aborderai dans ce cours. Du coup, si vous considérez qu'en fait la question intéressante, c'est la deuxième, vous avez encore le choix de changer de séminaire pour ce semestre. Comme ça, ce sera assez clair. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est que le problème du libre arbitre quand on est un philosophe, quand on aborde le problème du libre arbitre? Eh bien, il y a plusieurs approches, et la première approche, c'est celle qui consiste à dire que le problème du libre arbitre, il se pose quand on réfléchit à nos pratiques ordinaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à se jeter dans la théologie médiévale, dans ce qu'a dit Kant, dans ce qu'a dit machin, sur l'histoire du terme libre arbitre. Non, il faut juste réfléchir à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, de façon intuitive, naturelle, spontanée. Et qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours de façon intuitive, naturelle, spontanée? Alors certes, plein de choses, mais entre autres, des fois on blâme les gens, on se met en colère contre eux, on décide qu'ils méritent d'être punis, ou en tout cas qu'ils doivent payer pour certaines de leurs actions. Hein. Donc par exemple, si vous découvrez que quelqu'un vous a volé vos affaires pendant la pause, vous allez vous mettre en colère devant cette personne, vous allez demander qu'est-ce qu'elle soit punie ou réprimandée, en tout cas il faut qu'elle vous rende vos affaires, etc., etc. Je pense que ça va, tout le monde voit à peu près de quoi on parle. Hein. C'est important, hein, on va dire que c'est des phénomènes assez naturels dans le sens où ils nous sont ordinaires. Hein. Une observation qui est complètement triviale, mais il faut vraiment partir du truc totalement trivial, c'est que on ne se met pas en colère et on ne demande pas aux gens, on ne demande pas qu'une personne soit punie complètement au hasard. Hein. Donc imaginons que je prends un exemple. Il y a 3 personnes qui viennent chez moi, on va les appeler Albert, Bernard et Clotilde, hein, A, B, C. Et il se trouve que j'ai un joli vase chez moi qui a une valeur sentimentale. Et à un moment, il y a Albert qui fait un geste de la main et qui tape le vase. Et le vase tombe par terre et se casse. Si je me mets en colère contre Albert, que je lui dis « Ah, qu'est-ce que tu as fait? Il faut que tu répares ça, etc. » Bon, alors on peut discuter, est-ce que c'est vraiment approprié, est-ce que c'est sympa, mais en tout cas, ça paraît pas complètement irrationnel, on est d'accord. Mais si, imaginons qu'à la place, je me tourne vers Claudie et je lui fais « Mais qu'est-ce que tu as fait hein, le vase, il est cassé maintenant, c'est n'importe quoi. » Là, vous allez dire que probablement, il y a un petit problème. Hein, on est d'accord. Parce que ça ne semble pas approprié de se fâcher contre Clotilde, tandis que ça paraît approprié de se fâcher contre Albert. Hein.
Mais par exemple, si j'apprends ensuite que le vase a été cassé parce qu'Albert a fait un geste qui a cassé le vase, mais c'est parce que Bernard l'a poussé sur le vase pour casser le vase, et bon, effectivement, dans un réflexe, Albert a levé les bras et a fait tomber le vase, ben là je vais me dire, ah, peut-être que finalement, il ne faut pas que je me mette en colère contre Albert, il faut que je me mette en colère contre Bernard, je vais changer d'avis, etc. Donc tout ça, c'est très trivial, mais ça suppose qu'il y a tout un tas de considérations qui guident ces pratiques, qui guident ces émotions. Et ces considérations, c'est en général ce qu'on appelle des attributions de responsabilité morale. C'est tout. Donc voilà, l'idée c'est qu'attribuer de la responsabilité morale, dire que certaines personnes sont des cibles appropriées de punition, d'attitudes comme la colère, d'attitudes comme le blâme pour certains événements, ce sont des choses que nous fait naturellement dans la vie de tous les jours. Et à peu près, et jusqu'à présent, alors si on a le temps, je discuterai ça plus tard dans le cours, a priori, c'est un phénomène quasi universel. On ne connaît pas beaucoup de sociétés dans lesquelles ce genre de choses n'existe pas. Et du coup, ce qu'on peut se demander, c'est justement quels sont les critères qui font qu'il est approprié de tenir quelqu'un responsable dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait qu'il est approprié d'être en colère contre Albert ou contre Bernard et pas contre Clotilde? Eh bien, il y a plein de critères, en fait, même si ce sont des choses qui arrivent spontanément, il y a plein de critères que nous prenons intuitivement en compte. Un critère qui est assez simple, c'est qu'il faut que la personne contre laquelle on se met en colère, ou la personne qu'on blâme ou qu'on veut punir, ait un rapport avec ce qui s'est passé, soit impliquée dans l'événement. Par exemple, tout à l'heure, c'était bizarre de mettre en colère contre Clotilde. Pourquoi c'était bizarre? Parce que clairement, elle avait strictement rien à voir avec le fait que le vase soit cassé. Vous voyez? Mais bon, c'est pas suffisant. Par exemple, dans le cas où Albert a cassé le verre parce que Bernard l'a poussé dessus, on va dire, Albert est impliqué dans la chaîne d'événements qui a mené au fait que le vase soit cassé, mais c'est pas suffisant, parce que lui, il n'est pas responsable, c'est Bernard qui est vraiment responsable, donc il y a tout un autre tas d'autres critères. Ça va jusque-là? Voilà, pour l'instant, l'espoir, c'est que vous soyez tous d'accord jusqu'ici, parce que sinon on a déjà des problèmes, mais si vous êtes tous d'accord jusqu'ici, ça va. Normalement, c'est censé être plus ou moins trivial. Alors, dans les autres critères qu'on utilise pour appliquer la responsabilité morale, là où il y a déjà plus de débats, les philosophes qui travaillent sur la question distinguent deux grands types de conditions, qui n'épuisent peut-être pas toutes les conditions. Ça, c'est pas... En tout cas, l'idée, c'est qu'il y a au moins deux conditions, peut-être d'autres, et les deux grands types de conditions qui sont annoncées par les philosophes, ce sont les conditions épistémiques ou les conditions de contrôle. Alors, épistémique, ça vient du grec épistémé, qui veut dire connaissance. Et la condition épistémique, les conditions épistémiques, c'est l'idée que pour être responsable d'un événement, il fallait qu'on ait au moins un certain doute que l'événement puisse se produire suite à nos actions, ou en tout cas, si on n'en avait aucun doute, qu'on aurait pu le savoir en se documentant un petit peu. Donc un exemple extrême, c'est imaginer par exemple, je sais pas, qu'un de vos cousins, ou votre soeur, ou votre frère, vous a demandé d'aller nourrir son chien pendant qu'il est en vacances. Vous entrez chez la personne, vous arrivez devant la gamelle du chien, puis il y a un paquet de croquettes qui est posé là, qui est déjà ouvert. Vous donnez les croquettes au chien, vous partez, puis après on vous appelle en disant que vous avez donné les mauvaises croquettes au chien, parce qu'en fait il est allergique à ces croquettes-là, du coup il est à l'hôpital. Mais bon, la personne qui vous a demandé de nourrir le chien vous a jamais dit qu'elle était allergique, vous a jamais dit que le bon paquet de croquettes c'était celui qui était planqué tout au fond d'un placard dans la cuisine, et que celui qui était posé devant la gamelle, c'était pas celui-là, il fallait surtout pas le donner. Là vous pourrez dire... j'avais vraiment aucun moyen de savoir que c'était pas le bon paquet de croquettes. T'exagères un petit peu là, c'est plutôt ta faute à toi de pas m'avoir donné les instructions nécessaires. Bon, après, si on imagine qu'en fait toutes les instructions nécessaires étaient dans une lettre que la personne vous avait confiée, mais que vous aviez la flemme de lire, là on peut dire que vous êtes peut-être un peu plus responsable. Donc on peut toujours se poser la question de savoir pourquoi le mauvais paquet de croquettes est posé devant la gamelle. Très mauvaise organisation. Mais en tout cas, vous êtes déjà un peu plus responsable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions épistémiques. Alors il y a des gens comme moi, qui pensent qu'il n'y a pas vraiment de conditions épistémiques sur la responsabilité morale. Moi, les exemples que j'utilise, c'est de dire, par exemple, imaginez que vous, je sais pas, vous décidez de tuer quelqu'un, voilà, à coup de fusil, mais vous n'êtes pas très doué. Vous tirez sur la personne, puis vous tuez une personne, par erreur, vous tuez une personne, et vous n'aviez aucun moyen de savoir que cette personne était là. Je sais pas, c'était un espion caché dans une poubelle, genre en secret, inspecteur gadget. On a quand même envie de dire que peut-être que vous êtes quand même responsable de la mort de cette personne. Mais bon, en général, beaucoup de gens considèrent qu'il y a des conditions épistémiques sur la responsabilité morale. Voilà. Et le deuxième type de condition, et là on va arriver au libre arbitre, on arrive doucement, je vous promets, ça va venir. Le deuxième type de condition qui est parfois cité, ce sont les conditions de contrôle,
c'est l'idée que pour être moralement responsable de quelque chose, il faut qu'on ait eu un certain contrôle sur le fait que cet événement se produise ou pas. Donc là, par exemple, l'idée, c'est que, imaginez que vous avez promis à quelqu'un d'aller nourrir le chien, sans quoi il va être affamé, le pauvre. Et puis voilà, sur la route pour aller chez cette personne, vous êtes kidnappé par des gens qui vous enferment dans une cave pendant 3 jours. Bah, on pourrait dire, voilà, si vous n'avez pas nourri le chien, vous n'êtes pas vraiment responsable parce que ça ne dépendait pas spécialement de vous. Hein. C'était un peu au-delà de votre contrôle de nourrir le chien. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Donc ça, c'est des exemples extérieurs. Mais il y a aussi des cas où... alors oui, d'autres exemples qu'on peut prendre, c'est aussi des exemples plus intérieurs, mais qui sont encore pas complètement mentaux. C'est par exemple, on peut imaginer le cas où la personne casse le vase en bougeant le bras, mais en fait, c'était une sorte de spasme épileptique. Hein, ça arrive, c'est des gestes comme ça qui se déclenchent, et elle ne pouvait strictement rien. Donc là aussi, on pourrait dire, bon, elle n'est pas aussi responsable, en tout cas, que si elle l'avait fait exprès elle-même, parce qu'elle n'avait vraiment aucun contrôle sur ce mouvement. Et il y a des cas plus controversés aussi de contrôle intérieur. C'est l'idée que, par exemple, des fois, je ne suis pas complètement responsable de mes actes parce que je manque de contrôle sur mes émotions, sur mes désirs. Alors, par exemple, en France, pendant longtemps, il y a eu ce qu'on appelait, dans le code pénal, il y a eu ce qu'on appelait les crimes passionnels. Hein, c'est l'idée que si vous commettiez un meurtre, mais que vous étiez sous l'emprise de la passion, le cas paradigmatique étant j'ai vu ma femme avec... C'était que pour les hommes, hein, donc je le dis tout de suite. C'était si je vois ma femme au lit avec un autre homme et que je la poignarde sur le cou, ça va. Je crois que c'était genre 2 ans de prison max ou un truc comme ça. Parce que clairement, j'étais sous l'emprise de la passion. Hein. Par contre, si j'ai vu, même dans ce cadre-là, c'est si j'avais vu ma femme au lit avec un autre homme et que j'avais attendu 6 mois pour l'empoisonner en douce de façon à ne pas être attrapé, là, en général, les gens disaient « Ouais, on a quand même moins l'impression que vous étiez sous l'emprise de la passion, vous aviez plus de contrôle sur vos actions. » Alors bien sûr, ces choses-là, elles ont été... la plupart des codes pénals n'utilisent plus les trucs de crimes passionnels parce que c'était vraiment biaisé dans plein de sens en faveur de certaines personnes, en faveur de certains crimes. Mais si on regarde maintenant, par exemple, en psychologie, certaines études qui ont été faites, on trouve qu'en général, si on parle d'actions négatives, les gens considèrent que les gens sont moins blâmables s'ils ont commis un acte mauvais sous l'emprise de l'émotion que s'ils l'ont fait de sang-froid. Donc là, c'est une expérience. Ah ben ça ne s'affiche pas, en fait. C'était affiché tout à l'heure. Il faut le dire, en fait. Tout à l'heure, c'était affiché. Mais là, ça ne l'est plus. Ah, zut. Je sens que ça va être bien, ça. Ok, bon. Alors, attendez. Ça, c'est... À un moment, vous avez vu quelque chose affiché? Ouais. Il faut me prévenir si ça s'efface, mais je comprends pas pourquoi ça coupe comme ça. Ah, c'est embêtant. Bon. Ouais, alors là, je ne comprends même pas pourquoi. Attendez, si je refais ça comme ça. Ok. Là, ça n'affiche strictement rien, c'est fantastique. Ça va être un peu embêtant, parce que quand il y aura des longues citations... bref, attendez, j'essaye encore 2 minutes, puis sinon on se débrouillera sans. Non, ça va pas marcher, hein. Ouais, alors je n'ai même pas le début d'idée sur ce qui ne va pas. Parce que tout a l'air branché. Ouais, c'est pour ça que je ne comprends pas. Sinon, sinon j'aurai une piste d'indice sur ce qui ne va pas. Ok, bon. C'est embêtant. Bon, je vais continuer, hein, puis je vais mettre ça comme ça, mais de toute façon, pour l'instant, c'est pas grave. La prochaine fois, j'essaierai de venir en avance pour régler ça.
Elle est déjà sur le... Non, je ne l'ai pas mis en avance, je suis désolé. Ah. Bah, de toute façon, je vais faire sans. En gros, là, c'était juste les résultats d'une expérience de psychologie où juste les gens, les expérimentateurs donnent par exemple aux participants une vignette dans laquelle un acteur, un scénario dans lequel une personne découvre qu'il y a une voiture qui s'est garée sur sa place de parking privée, et puis du coup, il pète les vitres de la voiture. Et puis ils disent, il y a un cas où en fait il est juste super en colère, et puis pris par la rage, il pète les vitres de la voiture. Et puis l'autre où il se dit, bon, il est en sang-froid, il fait ça calmement, mais il se dit, voilà, ça l'emmerdera bien, et puis il pète les vitres de la voiture quand même. Puis en général, les gens disent, voilà, il est encore plus blâmable, et il mérite encore plus d'être puni quand il a fait de sang-froid que quand il l'a fait de façon impulsive. Et c'est encore une façon d'interpréter ça, c'est encore en termes de contrôle. C'est l'idée qu'il y a un cas où on a plus de contrôle sur nos actions et l'autre on en a moins. Donc juste l'idée générale, c'est qu'il y a un certain type de contrôle qui est nécessaire pour la responsabilité morale. Ça paraît une idée un peu intuitive, jusque-là je pense que ça va. Et ben, dans la littérature contemporaine, beaucoup de gens vont dire, qu'est-ce qu'on appelle libre arbitre? On appelle libre arbitre le type de contrôle qu'il est nécessaire d'avoir sur ses décisions ou ses actions, donc le type de contrôle qu'il est nécessaire d'avoir pour être moralement responsable de ses actions. Ça va? Et voilà, donc c'est comme ça qu'on définit libre arbitre. Donc on sait pas, il faut bien voir que dans cette approche, on ne sait pas vraiment ce que c'est le libre arbitre. On ne sait pas si c'est le pouvoir d'agir autrement, on ne sait pas si le libre arbitre, ça requiert de transgresser le déterminisme. Il y a des gens qui vont dire que le libre arbitre, c'est juste la capacité d'agir selon ses désirs. Donc à partir du moment où je fais ce que je veux, j'ai le libre arbitre, tout va bien. Donc vous voyez, il y a toute une gamme, ça peut aller de... Le libre arbitre, c'est faire ce qu'on veut, le libre arbitre, c'est la capacité de créer des chaînes causales à partir de rien, telle une sorte de divinité. Ça, c'est la définition de Kant. Mais là, du coup, dans cette approche, on dit, le problème, c'est qu'on sait qu'il y a un type de contrôle qu'il faut avoir sur ses actions pour être moralement responsable. Ça fait partie de notre morale commune, ça paraît intuitif. Mais on ne sait pas quel type de contrôle c'est. Les gens ne sont pas d'accord. Donc on est à peu près d'accord sur un certain nombre de trucs, c'est-à-dire que par exemple, si on est... somnambule et dirigé par des électrodes implantées dans notre cerveau par un savant fou, on ne doit pas être libre. Mais après, au-delà de cette base commune, il y a tout un tas de désaccords qui va se faire. Oui. Donc, est-ce que le libre arbitre implique nécessairement le choix? Alors, justement, ça va être un point de débat, en fait. Ce n'est pas du tout évident dans ce sens-là. Alors, il y a un cas dans lequel tout le monde est d'accord dans le sens, pour dire que le libre arbitre nécessite le choix, c'est que choix, ça a deux sens qui viennent souvent ensemble. Il y a le choix, c'est un acte mental, c'est-à-dire une décision, un choix. Et dans ce cas-là, la plupart des gens pensent que le libre arbitre requiert la capacité de faire des choix et des décisions dans ce sens-là. C'est-à-dire si les trucs si mes actions se déclenchent sans que moi je décide de les initier, pas grand monde défendra l'idée que je suis moralement responsable. Mais il y a l'idée de choix au sens où il y a cette sorte d'embranchement et en fait, j'aurais pu choisir différemment que j'ai choisi. Et bien là, il y a pas mal de gens qui disent non, je n'ai pas besoin du choix dans ce sens-là pour être libre et moralement responsable de mes actes. J'ai besoin de faire des choix, mais je n'ai pas forcément besoin d'avoir le choix, si vous voulez. Donc on va y venir la semaine prochaine, il y a des scénarios un peu bizarres créés par les philosophes dans lesquels les gens font des choix, mais n'ont techniquement pas le choix en fait. Pour essayer justement de distinguer un peu les deux notions. Donc je ne vais pas tout de suite développer cette idée, mais voilà, du coup, ce n'est pas vraiment évident. Donc en fait, dans cette version du problème du libre arbitre, la question principale qui va se poser, c'est celle de savoir, c'est quoi le libre arbitre en fait? Avant même de savoir, on ne va pas se poser tout de suite la question de savoir ce que c'est, parce que ça va être difficile de savoir si on l'a, si on est libre, parce que déjà, on ne peut pas y répondre, puis ça se trouve, selon la définition qu'on donnera du libre arbitre, la réponse pourrait être totalement triviale en fait. Si on tombe sur l'idée que le libre arbitre, c'est juste agir en fonction de ses décisions, c'est-à-dire je prends une décision et je suis capable d'agir en fonction de cette décision, c'est-à-dire je n'ai pas trop de faiblesse de la volonté, etc. A priori, oui, on a libre arbitre la plupart du temps, dans la plupart de nos décisions. Vous voyez, c'est quasiment trivial. Donc la vraie question, ça va être justement de savoir, mais qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? Ok. Donc il faut bien voir que dans cette rapproche du problème du libre arbitre, on part des pratiques ordinaires et le libre arbitre, en fait, c'est juste le terme technique qu'on donne à une idée intuitive qui est déjà présente dans nos pratiques ordinaires. Vous voyez? Alors, on l'a appelé libre arbitre pour des raisons historiques, mais c'est une idée qui est déjà en chacun de nous, si vous voulez, d'une certaine façon.
Et dans ce cas-là, la question, elle va d'abord être une question conceptuelle ou philosophique. On va pas commencer à chercher dans le cerveau des gens pour savoir s'ils ont telle faculté de décision en faisant de la neuroscience ou des choses, parce que la première question, c'est une question, qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas une question qui est purement définitionnelle, c'est une question qui est morale, en fait. Hein. Parce que chercher ce qu'est libre arbitre, ça veut dire quel est le type de contrôle qui fait que c'est juste de tenir les gens responsables et de les punir, en fait. Donc c'est une question qui appartient avant tout à l'éthique dans cette vision-là du problème. C'est une question dans laquelle on va jongler avec des arguments et des considérations qui appartiennent à la morale. On veut savoir quand est-ce que c'est juste de punir quelqu'un, juste de se mettre en colère contre quelqu'un, quand est-ce que c'est injuste de demander à quelqu'un de payer pour un événement. Et dans ce cas-là, voilà, donc on est dans une enquête qui appartient plutôt à la philosophie morale. Est-ce que ça va, cette approche du problème? Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Ok. Alors, une autre façon d'approcher le problème qui là est un peu plus... Oui. Alors, je vais y venir dans l'autre approche, mais pas forcément... en général, non. Ça va être plus présent dans l'autre approche, justement, je vais en parler. Parce que là, l'idée, c'est que quand on va dire, quand on réfléchit à un cas paradigmatique de responsabilité morale dans cette première approche, c'est surtout quand on juge les gens responsables, en fait. Hein, donc, c'est-à-dire que l'expérience au sens très large du libre arbitre, on la fait autant quand on se sent coupable et qu'on juge nous-mêmes que quand on juge les autres. Hein. La définition du libre arbitre, ou pour comprendre le libre arbitre, il faut réfléchir à ce qu'on fait quand on fait des choix compliqués, ça va être plutôt la deuxième approche. Parce que, par exemple, phénoménologiquement, on peut dire, voilà, si je dois choisir entre deux desserts que j'aime autant, puis je me sens un peu tiraillé entre les deux, puis je finis par choisir, je sais pas, la tarte aux pommes. Il y a une version du problème dans laquelle on va dire, ouais, là, il a fait usage de son libre arbitre pour choisir quel dessert il allait manger. Mais en fait, du point de vue de la première approche, qui est celle que j'ai définie, ça n'a pas vraiment de sens, parce que dans la première approche, on définit surtout le libre arbitre en rapport avec la responsabilité morale, et c'est pas clair ce que ça veut dire d'être moralement responsable d'avoir choisi la tarte aux pommes plutôt que la tarte à thym, quoi. Parce que c'est pas une action qui est positive, négative, etc. Vous voyez. Donc là, effectivement, on est plus dans une deuxième optique que je vais décrire maintenant. Ouais. On pourrait quand même dire que cette approche-là, cette perspective de comprendre le libre arbitre en termes de responsabilité, elle dépend en quelque sorte d'un concept de libre arbitre métaphysique en fait. C'est une thèse, on ne peut pas le supposer en fait. Parce que je pense que vous avez une idée selon laquelle, en fait, par exemple, une théorie un peu génétique selon laquelle, en fait, on attribue aux autres cette responsabilité morale parce qu'on leur attribue un contrôle et on leur attribue parce que nous-mêmes, nous en avons fait l'expérience. Quelque chose comme ça, c'est un peu ce que vous avez en tête. Mais on n'est pas du tout obligé d'accepter cette théorie, en fait. Il y a des théories selon lesquelles, en fait, c'est un concept de base, la responsabilité morale, en fait. C'est pas parce qu'on a fait nous-mêmes l'expérience de la liberté qu'on attribue de la responsabilité morale aux autres. C'est plus parce qu'on a une sorte d'espèce sociale, et dans une espèce sociale, il faut qu'il y ait des pratiques de régulation de la société, et donc on a des réactions négatives quand les autres font des conneries de façon responsable, et ça ne dépend pas du tout de notre expérience intérieure. C'est plus une sorte d'attitude qu'on a envers les autres, en fait, et qu'on peut avoir envers nous-mêmes, parce qu'on peut se sentir coupable d'avoir fait quelque chose, etc. Mais il n'y a pas de privilège de l'expérience en première personne dans cette approche. C'est vraiment le concept de responsabilité morale, le fait de tenir les gens responsables, qui est la base. Et bien sûr, vous pouvez avoir une théorie comme celle que vous proposez, mais disons qu'on ne peut pas la supposer dès le départ, si vous voulez. Donc là, quand on pose le problème, on ne fait pas cette supposition. Après, on peut revenir en disant, voilà, la raison pour laquelle on a justement ce concept intuitif de responsabilité morale, c'est parce qu'on le tire de l'expérience, peut-être. Et ça, c'est déjà une théorie particulière que vous pouvez défendre et proposer. Donc la deuxième approche qu'on peut prendre, elle est totalement inverse d'une certaine façon au problème du libre arbitre, c'est celle qui consiste à poser une définition de ce qu'est le libre arbitre, en fait. On va dire, voilà, le libre arbitre, c'est un concept technique, ce n'est pas une notion populaire, intuitive, du langage ordinaire, de la morale ordinaire. C'est une notion qui a une histoire philosophique, qui a été élaborée au cours de siècles de théologie, de philosophie, etc. Et bon, il y a tellement de définitions du libre arbitre qui ont été données au cours des siècles qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais on peut en choisir une qui nous semble correspondre un peu à ce que les philosophes veulent dire par libre arbitre. Et on va dire, voilà, le libre arbitre, c'est ceci. Et je vais étudier ceci.
Hein, donc là, c'est vraiment dommage que j'ai pas que ça ne marche pas. Ça vous va si on fait une pause genre à la moitié, puis je prends 5 minutes, prenez 5 minutes de pause, puis moi je bricole le truc pour voir si j'arrive à réparer quelque chose. Donc là, par exemple, j'avais pris comme exemple un ouvrage qui est un des ouvrages les plus célèbres de la philosophie du libre arbitre au XXe siècle. C'est un essai sur le libre arbitre, An Essay on Free Will de Peter Van Inwagen, qui est considéré comme vraiment un des grands spécialistes du libre arbitre. Et lui, il ouvre son livre, et alors peut-être dans le livre il y va plus mollo, mais il y a des articles où il dit « Moi je trouve ça complètement absurde de définir le libre arbitre comme le type de contrôle qui est nécessaire pour la responsabilité morale. Le libre arbitre, qu'est-ce que c'est ? C'est un pouvoir, c'est le pouvoir de faire autrement. » C'est-à-dire, c'est la capacité. J'ai un libre arbitre quand, si je fais une action, j'aurais pu faire autrement. Voyez ? Et je pose cette définition du libre arbitre, et à partir de cette définition, je vais pouvoir poser un certain nombre de questions. Des questions conceptuelles. Par exemple, Van Inwagen, c'est quand même un philosophe, il ne fait pas beaucoup de travaux empiriques, il est très dans le conceptuel, mais il va dire, voilà, j'ai posé sur la table que le libre arbitre, c'était le pouvoir de faire autrement, mais ça veut dire quoi, le pouvoir de faire autrement ? Et là, maintenant, le livre arrive, et essaye de définir ce que ça veut dire, le pouvoir de faire autrement. Mais vous voyez qu'il y a vraiment cette idée, hein, voilà, là, il y a une définition technique du libre arbitre, et souvent, ce qu'on va se demander, plus souvent, c'est du coup, est-ce qu'on a ce type de libre arbitre une fois qu'on l'a posé ? Vous voyez, hein, voilà, le libre arbitre, c'est telle fonction, par exemple, c'est la capacité de créer des chaînes causales d'être à l'origine de nouvelles chaînes causales. Ça, c'est une définition classique. Et bon, est-ce qu'on a ce pouvoir-là, par exemple ? Donc là, on ne se demande pas vraiment ce qu'est le libre arbitre, on le pose parce que c'est un terme technique qui a une histoire, et puis après on peut réfléchir là-dessus. Alors un livre qui fait ça de façon vraiment, on va dire, sans vergogne le plus possible, alors c'est un livre qui est celui-là, c'est Free Will as a Open Scientific Problem, qui est d'un philosophe qui s'appelle Marc Balaguer, qui est vraiment la version extrême de cette attitude, qui consiste, en gros, bon, je vais rentrer dans le détail, mais ça consiste à dire, je m'en fous de savoir ce qu'est le libre arbitre, d'ailleurs, c'est pas intéressant, je vais juste définir le libre arbitre comme ce type de contrôle-là, donc je vais revenir un peu en détail sur ça, et ma question, c'est, est-ce que c'est scientifiquement possible qu'on ait ce type de contrôle-là ? Après, est-ce que ça a un rapport avec la responsabilité morale ? J'en sais rien, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est savoir si les humains peuvent avoir ce type de contrôle-là. Donc, qu'est-ce que fait Balaguer ? Il dit, voilà, en fait, déjà, il définit vraiment un type de liberté dans lequel qui l'intéresse. Alors, je vais vous le résumer, vous n'allez peut-être pas toujours tout comprendre, parce qu'il va falloir plusieurs cours avant qu'on rentre, mais avant qu'on puisse comprendre vraiment tous les détails de la définition. Mais il dit, voilà, moi, je veux savoir si les humains sont L-free, c'est-à-dire ils ont le type de liberté que j'appelle L, et le type de liberté que j'appelle L, c'est la capacité de faire des décisions qui ne sont pas déterminées, donc qui échappent au déterminisme, mais qui ne sont pas non plus complètement aléatoires, parce que si c'était complètement aléatoire, ce n'est pas très intéressant. Si on était juste des roulettes russes vivantes, ce serait pas très intéressant. C'est-à-dire, il dit, voilà, la capacité de faire des décisions qui sont non déterminées, mais non déterminées de telle façon que le fait qu'elles soient non déterminées augmente notre contrôle sur cette action. Voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais il dit, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et pourquoi c'est ça qui m'intéresse ? Il dit, en fait, les philosophes ont proposé plein de définitions de ce qu'était le libre arbitre, dont on en verra la semaine prochaine et la semaine d'après, hein, je ne fais pas encore la liste. Il dit, voilà, si on regarde cette liste, en fait, pour la plupart des définitions, par exemple, être libre, c'est avoir le pouvoir de faire ce qu'on veut, ou être libre, c'est être capable d'agir en fonction de nos valeurs, etc. C'est quasiment trivial qu'on les a. La seule question intéressante, c'est est-ce qu'on a ce type de liberté qui est vraiment bizarre, qui nous permet d'échapper au déterminisme, etc. Puis c'est ça qui m'intéresse, en fait. Voilà, donc je pose la définition et c'est ça que je vais étudier. Alors, ce que dit Balaguer, c'est que voilà, si on regarde les questions sur le libre arbitre, il y en a au moins 3 différentes. Il y en a de savoir quel type de liberté il y a. Est-ce qu'on est libre au sens qu'on échappe au déterminisme ? Il y a est-ce que les êtres humains ont est-ce que le déterminisme est vrai ? Est-ce que les êtres humains ont un libre arbitre ? Et est-ce que le libre arbitre est compatible avec le déterminisme ? Donc ça, c'est les 3 questions. C'est est-ce que le déterminisme est vrai ? Est-ce qu'on est libre ? Et est-ce que le déterminisme et la liberté sont compatibles ? Et il dit, voilà, si on prend ces questions, en fait, elles se réduisent à 2 questions. Elles se réduisent à la question de savoir quel type de liberté on a. On peut avoir plusieurs sortes de libertés, hein, des libertés modestes, puis des libertés très très fortes, comme celles qui l'intéressent. Et qu'est-ce que ça veut dire le libre arbitre, hein, quel type de liberté on parle quand on utilise le mot libre arbitre. Puis après, il dit,
Et en fait, la question « qu'est-ce que le libre arbitre ?» c'est pas vraiment une question intéressante, en fait, parce que c'est juste une question sémantique. Hein. Donc il prend cet exemple, il dit, voilà, imaginez qu'il y a deux astronomes. Il y en a un, il dit, voilà, j'ai découvert une sorte de 10e planète, de corps assez massif derrière Pluton, etc. etc. Et donc je dis qu'il y a une 10e planète dans le système solaire. Et puis il y a un autre astronome qui fait, oui, mais alors moi j'ai consulté les astronomes sur ce qu'on entend par planète ou pas. Moi je pense que ce que tu as découvert, c'est vrai que c'est assez intéressant, inattendu et massif. Mais je crois que ça ne remplit pas tout à fait les critères pour correspondre à ce qu'on appelle planète. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une 10e planète dans le système solaire. Alors ce que dit Balaguer, c'est qu'il dit, voilà, quand on a ce genre de débat, ben, il y a quelqu'un qui a fait une découverte intéressante. Il a quand même découvert un truc dans le système solaire. Il a apporté des nouvelles informations. Il y a un objet massif derrière Pluton. Il y a une sorte de 10e corps massif dans le système solaire. Et puis, il y a un mec qui est en train de discuter pour savoir si c'est une planète ou pas. Et il dit, en vrai, une fois qu'on aura tranché le débat sur le fait de savoir s'il faut appeler ça une planète ou pas, en fait, on n'aura rien appris de nouveau sur le système solaire. Hein. Ce qui compte, c'est qu'on a découvert quelque chose. Après, le fait de savoir si on appelle ça planète ou pas planète, en fait, bon, ça peut être bien de fixer la terminologie, mais ça ne nous apprend rien de nouveau sur le système solaire. Ce n'est pas une découverte astronomique, si vous voulez. Donc lui dit la même chose, il dit, voilà, il y a deux questions. Il y en a une, c'est quel type de liberté on a. Et l'autre, c'est quelle liberté il faut appeler libre arbitre. Ben, il dit, voilà, la question de savoir quelle liberté il faut appeler libre arbitre, on s'en fout, c'est une question sémantique. D'ailleurs, il ne voit même pas exactement comment on trancherait la solution. Hein, comment on fait un sondage pour savoir ce que les gens appellent libre arbitre, ou alors ce que les philosophes appellent libre arbitre, et puis de toute façon, quoi. Ça nous donnera juste des informations sociologiques sur la façon dont les gens utilisent les termes. Donc lui, ce qu'il dit, voilà, ce qui est vraiment important, c'est de savoir si on a ce type de contrôle. Donc voilà, moi je pense que la seule question intéressante, selon lui, c'est j'ai défini un certain type de liberté, et je veux savoir si ce type de liberté est possible, si elle est métaphysiquement possible, si c'est compatible avec la façon dont le cerveau humain marche, etc. Et puis le fait de savoir s'il faut l'appeler libre arbitre, je laisse ça à mes collègues qui, bon, il ne va pas le dire aussi méchamment, mais qui ont l'air de s'amuser à faire pas grand-chose, quoi. Donc, vous voyez en quoi c'est très différent de l'approche de tout à l'heure. Hein. Donc là, on définit le libre arbitre d'une façon un peu stipulative, et puis après, la question, ça va être de savoir justement, est-ce qu'on a ce type de libre arbitre? Et du coup, là, la question, ça va être une question morale, ça va être une question qui va impliquer des questions métaphysiques, hein. Par exemple, est-ce que le déterminisme est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai? Des questions sur la théorie de l'action ou de la philosophie de l'esprit, comment marche l'esprit humain, comment marche une décision, comment marche le processus décisionnel. Et ultimement, ce que défend Balaguer, c'est que ultimement, il faudra faire appel à la physique, aux neurosciences, etc., pour trancher la question, car savoir quel type de liberté on a, c'est une question factuelle, en fait. Ce n'est pas une question qu'on peut faire juste en spéculant. Vous voyez? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent plus dans cette approche-là du problème? Alors vous pouvez prendre l'une ou l'autre approche. En fait, elles sont complètement compatibles. Hein. Vous voyez que c'est juste deux problèmes différents. Mais par contre, il faut faire très attention à les distinguer. Par exemple, il y a un point sur lequel il faut faire très attention, c'est que imaginez que dans la seconde approche, vous avez défini le libre arbitre de telle façon spécifique, c'est le pouvoir de faire autrement ou c'est le pouvoir d'échapper au déterminisme. Et grâce à vos recherches en neurosciences, etc., vous découvrez que les humains n'ont pas ce libre arbitre, que ce libre arbitre est incompatible avec ce que nous apprend la science. Est-ce que vous pouvez en conclure que les gens ne sont pas moralement responsables de leurs actes, par exemple? Ouais. Une intuition là-dessus? Oui, non, vous ne pouvez pas le faire parce que dans la première approche, le lien entre libre arbitre et responsabilité morale, il était donné par définition, d'une certaine façon. On disait le libre arbitre, c'est le type de contrôle qui est nécessaire pour être moralement responsable. Donc si vous n'avez pas de libre arbitre, ben, vous n'êtes pas moralement responsable. Tandis que là, on vous a dit, voilà, j'appelle ça libre arbitre. Libre arbitre n'existe pas finalement. Et la question c'est, oui, mais so what, quoi. Oui. Alors, il la pose, mais ce n'est pas forcément arbitraire. Hein. Personne ne va arriver en disant « je définis le libre arbitre comme la possibilité de danser à la pleine lune avec du jambon sur la tête ». Il y a quand même une contrainte par toute une tradition, etc. Mais voilà, oui. Parmi les définitions possibles qui ont été discutées à travers l'histoire de la philosophie, c'est quand même un peu au final un jugement. Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est quoi? Parce que genre, on part du principe que le mec dont
genre, il finit de faire son investigation, il arrive à la conclusion qu'on n'a pas le libre arbitre, donc du coup il se dit cool, c'est génial, j'ai réussi ma vie, puis je passe à autre chose, ou bien est-ce qu'il dit ok, maintenant je vais passer à cette deuxième définition du libre arbitre et je refais le chemin pour voir si ça on l'a aussi. Alors si on parle de Balaguer, lui il défend l'idée que c'est possible, que c'est compatible, mais donc lui il n'est pas justement, c'est un personnage assez bizarre dans le sens il dit voilà. Là, moi je pense que c'est pour l'instant on n'a pas les preuves suffisantes pour prouver que c'est impossible ou pas possible, mais c'est cohérent, ça pourrait exister, c'est pas une idée absurde en tout cas, c'est quelque chose qui mérite d'être investigué par les sciences. Et lui, il essaie d'expliquer que, en gros, la définition qu'il pose, c'est la seule qui est vraiment intéressante, parce que toutes les autres sont un peu triviales, c'est un peu trivial qu'on l'ait ou c'est trivial qu'on ne l'ait pas, parce que c'est trop exigeant. Donc il essaie de synthétiser un peu tout ce qui est contenu dans les différentes définitions un peu techniques. Donc en gros, il prend toutes les définitions du libre arbitre, si vous voulez. Il dit voilà, il y en a 2 tiers qu'on peut supprimer parce que c'est clair que ce type de contrôle, on l'a. Hein, le fait de savoir si on a ce type de contrôle, ce n'est pas une question intéressante, c'est trivial, on le sait dans la vie de tous les jours. Hein. Par exemple, si je prends une autre définition, il y a des gens qui définissent le libre arbitre comme le fait d'être capable d'agir en fonction de nos propres raisons. Hein, c'est-à-dire je vais faire telle action parce que je juge que c'est la meilleure action, a priori, à moins qu'on fasse une découverte fantastique sur le fait que... Alors, il y a des gens qui prétendent ça. Hein. Finalement, nos raisons ne jouent aucun rôle dans nos comportements. On verra qu'il y a des neuroscientifiques qui essayent de défendre ça. Mais en général, on suppose qu'on a ça. Donc il dit, voilà, il y a un certain nombre de conceptions du libre arbitre qui, elles, sont plus compliquées. Hein. C'est le pouvoir de faire autrement, au sens d'échapper au déterminisme, de créer des nouvelles chaînes causales ou des choses comme ça. Et d'après lui, sa définition synthétise un petit peu ce qu'on recherche dans ces questions un petit peu exigeantes. Donc c'est pas complètement arbitraire, mais effectivement, de toute façon, lui-même, à la fin, il essaye de ne plus utiliser le mot libre arbitre. Dans le livre, il dit, voilà, j'appelle être ça L-free, libre au sens L. Mais le titre du livre, c'est Free Will as a Scientific Problem, quoi. Donc, oui, c'est moins sexy, ouais. Il y avait d'autres questions, sinon? Oui. Est-ce que vous pourriez juste répéter la définition du libre arbitre selon Balaguer ? Alors, sa définition, c'est qu'une personne est libre si elle est capable de faire des décisions qui sont non déterminées, donc non déterministes, mais non déterminées de telle façon qu'elles ne sont pas aléatoires et indéterministes, et indéterministes d'une façon qui augmente le contrôle, qui augmente notre contrôle sur nos actions. Parce que l'idée c'est que un des problèmes qu'il y a dans la littérature sur le libre arbitre, c'est de dire, il y a des gens qui disent « Ah là là, le déterminisme, c'est trop dur, si nos décisions sont déterminées, eh ben, on n'est pas libre. » Ok, bah alors on rajoute de l'indéterminisme, et l'autre problème c'est « Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi on est plus libre. » L'idée, c'est voilà. Dans la vision déterministe, c'est j'ai mon désir de m'inscrire en philosophie est supérieur à celui de m'inscrire en psychologie, donc je m'inscris en philosophie, et j'ai été déterminé par la force de mes désirs respectifs. Et j'ajoute de l'indéterminisme là-dedans, je vais dire, voilà, si mon désir, dans le déterminisme, si mon désir de m'inscrire en philosophie était beaucoup plus fort que mon désir de m'inscrire en psychologie, j'avais 100% de chance de m'inscrire en philosophie. Et là, je vis dans un monde indéterministe, et si mon désir de m'inscrire en philosophie est supérieur à mon désir de m'inscrire en psychologie, j'ai 99% de chance de m'inscrire en philo et 1% de chance de m'inscrire en psycho. Et donc, en quoi ça me rend plus libre, en fait? En quoi ça me rend mieux? Donc lui, il essaie de dire, voilà, être L-free, c'est échapper au déterminisme d'une façon qui augmente notre contrôle, pas qui le laisse égal, voire même le réduit. Donc après, une grande partie du bouquin, c'est d'expliquer comment l'indéterminisme peut augmenter le contrôle, ce qui est vraiment un des grands problèmes. Mais ça, j'y reviendrai justement dans les critiques de ces attitudes-là. De toute façon, je vous mettrai toutes les slides et la définition technique telle qu'elle est. Je suis vraiment désolé que ça ne s'affiche pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions en rapport avec ça? Ouais. Est-ce que le déterminisme et le libre arbitre s'excluent forcément mutuellement, ou est-ce qu'on peut avoir une acception de déterminisme plus souple comme influence, où il pourrait y avoir un peu des deux, et que ce ne serait pas forcément tout l'un ou tout l'autre? Alors je vais y venir dans la deuxième partie du cours. Hein. Il y a des gens, beaucoup de gens, qui définissent l'idée que les deux sont compatibles, même si on prend déterminisme au sens le plus fort possible. Hein, c'est-à-dire même si on n'a pas besoin de l'édulcorer en parlant d'influence, etc. Même si on prend le déterminisme, la version hardcore, etc., aucun problème, on est moralement responsable et libre. Donc ça, je vais y venir juste après. Mais vous voyez que si vous définissez le libre arbitre de façon stipulative comme le fait d'échapper au déterminisme, forcément, du coup, par définition, c'est incompatible. Hein. Mais dans l'autre approche qui ne cherche pas tout de suite à définir ce qu'est le libre arbitre, parce qu'il cherche à savoir ce que c'est, il y a des gens qui disent, voilà, quand on étudie le type de liberté qui est nécessaire pour la responsabilité morale, en fait, il n'y a aucune contradiction avec le déterminisme.
Mais ça va être justement le thème principal du cours, donc je ne vais pas répondre à la question tout de suite. Oui. Alors c'est une très très bonne question, alors je vais en parler plus en détail la semaine prochaine, mais l'idée c'est que ça dépend de ce que vous entendez par libre arbitre. Si vous prenez la première approche où le libre arbitre c'est ce contrôle qu'on attribue aux gens quand on les tient moralement responsables, alors ça a un sens de comparer les conceptions du libre arbitre parmi les cultures. On peut dire, est-ce que les cultures suivent les mêmes règles? Est-ce qu'ils exigent le même contrôle, etc. Donc il n'y a pas énormément de données, mais il y en a, et j'en parlerai à un moment dans le cours, mais pas tout de suite. Si vous prenez l'approche où libre arbitre, il est défini comme un terme technique de la philosophie, comme le free will, le libre arbitre, ben en fait, il n'y a pas beaucoup de cultures qui ont cette notion-là. Donc je reviendrai la semaine prochaine avec une référence précise, mais par exemple, il y a des études qui ont demandé aux gens qu'est-ce que vous entendez par libre arbitre, donc ça a été fait. En anglais, ça passe. En français, déjà, libre arbitre, c'est quand même... Parce que free will, c'est un peu langage ordinaire, mais déjà, libre arbitre, en français, c'est clair que vous parlez d'un truc philosophique. Personne n'utilise libre arbitre, généralement, dans la vie. On utilise librement ou liberté. Et du coup, il y a des gens qui ont étudié ça aussi dans d'autres cultures plutôt asiatiques, et il n'y a pas d'équivalent dans le langage ordinaire qui permettrait de sonder ce que les gens pensent du libre arbitre, en fait. Et c'est même pas sûr qu'il y ait un équivalent philosophique dans les traditions philosophiques de ces cultures-là, au libre arbitre défini dans ce sens-là. Donc encore une fois, ça dépend de l'approche que vous prenez. Dans la première approche, ça fait clairement sens. Dans la seconde approche, c'est pas clair que cross-culturellement, ça puisse avoir un sens, de se demander ce que les autres cultures ont pensé du libre arbitre. Si vous êtes vraiment dans l'idée que le libre arbitre, c'est cette capacité de choix qui nous permet d'échapper au déterminisme, qui a été théorisé par Saint-Augustin, etc., bah, bon courage pour retrouver une théorisation de ça dans la philosophie indienne ou asiatique. C'est vraiment pas... Il y a beaucoup de spécialistes qui disent ouais, moi, je suis spécialiste de philosophie asiatique, puis le libre arbitre, dans ce sens-là, c'est pas clair qu'ils en parlent à aucun moment que ce soit, en fait. Donc là encore, j'y reviendrai, mais ça dépend de l'approche que vous prenez, justement. Oui. Dernière question sur la position de Balaguer. Ouais. Du coup, est-ce que sa position implique une causalité agentive? Alors, Je me cause moi-même. on est déjà dans les trucs... Je comprends pas ce que ça veut dire. Alors, on est déjà dans les trucs super techniques pour la plupart, pour les autres, parce que je n'ai pas encore expliqué ce qu'était la causalité agentive, donc je réponds juste vite fait, puis après on peut en discuter ensemble, pour ne pas trop anticiper. Non, Balaguer défend l'idée que toute impression de causalité agentive dans sa théorie se réduit à de la causalité des événements. Il veut rejeter... Alors, causalité agentive, on en reparlera peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, selon le temps qu'on a, c'est l'idée que ce sont les agents eux-mêmes qui causent les actions et pas des événements qui se passent dans la tête des agents ou des choses comme ça, si vous voulez. Et c'est assez bizarre, en fait, si on commence à creuser. Mais, donc lui, il veut vraiment que sa théorie du libre arbitre, sa définition de L3, elle soit scientifiquement viable, en fait. Et bon, la causalité agentive, en général, quand on tombe dans la causalité agentive, ça devient très difficile d'avoir une théorie scientifiquement viable ou observable du libre arbitre. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en général, ça pose des problèmes. Oui. Juste une question. Les études que vous avez évoquées, est-ce qu'on a détecté, bon, j'ai compris pour le libre arbitre, mais est-ce qu'il y a des différences notables en termes d'attribution de responsabilité, justement? Parce que, alors oui. je dirais que non. Alors, il y a une différence régulière entre différentes cultures, mais c'est pas sûr que ce soit pertinent pour le débat sur le libre arbitre, donc ça c'est notre question. Mais l'idée c'est que quand on juge qu'une personne est responsable, en général on fait la différence entre ce qui vient d'elle et les circonstances extérieures. Et bon, il y a un phénomène qui est très très connu, selon lequel que quand on juge nos propres actions, c'est beaucoup les mauvaises actions, c'est beaucoup les circonstances. Oui, voilà, c'est ça, c'est beaucoup les circonstances extérieures qui sont responsables. Puis quand on juge les autres, c'est quand même moins les circonstances extérieures. Et le poids respectif des circonstances extérieures et des propriétés internes des agents, certaines études, pas mal je crois, mais je ne suis pas spécialiste, suggèrent que dans les pays collectivistes, particulièrement asiatiques, plus de poids est mis sur la dimension des circonstances extérieures, en général. Mais on a moins cette idée que tout dépend de ce qu'il y a dans l'agent. Voilà, je crois que ça c'est une différence assez stable dans les attributions de responsabilité morale. Après, il y a d'autres choses dont je reparlerai, donc je ne vais pas en parler maintenant. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions là-dessus? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez vraiment la différence entre les deux approches?
Donc juste avant de faire une pause, un truc que je voudrais reprendre, c'est l'idée que c'est important de faire la distinction, je fais n'importe quoi, c'est important de faire la distinction entre les deux approches, par exemple, pour la question de la responsabilité morale. Dans la première approche, si vous arrivez à montrer que le libre arbitre n'existe pas ou est impossible, la responsabilité n'existe pas ou est impossible, parce que par définition, les deux sont liés. Dans la seconde approche du problème du libre arbitre, vous pouvez très bien défendre que le libre arbitre n'existe pas ou qu'il est impossible, mais que les gens sont quand même moralement responsables. Ou au contraire, mais ça c'est quand même beaucoup plus rare, qu'on a du libre arbitre, mais que les gens ne sont pas moralement responsables. Parce que ce sont deux questions qui ne sont pas directement liées. Par exemple, Van Inwagen, dont j'ai parlé, quand il fait son essai sur le libre arbitre, une grande partie de l'essai est consacrée à définir ce qu'est le libre arbitre. Il définit l'idée que le libre arbitre, c'est le pouvoir de faire autrement. Beaucoup de chapitres sont consacrés à l'idée que le pouvoir de faire autrement est incompatible avec le déterminisme. Donc si le déterminisme est vrai, nous n'avons pas de libre arbitre. Mais après, les derniers chapitres consistent à dire et ça implique qu'on n'a pas de responsabilité morale parce que je peux démontrer que la responsabilité morale requiert le pouvoir de faire autrement. Mais il doit le démontrer, vous voyez. Il ne peut pas dire « Ah, j'ai prouvé que le libre arbitre n'existe pas, donc je peux conclure que la responsabilité n'existe pas. » Et donc, là j'en reparlerai, mais par exemple, pour bien illustrer ça, dans la littérature sur le libre arbitre, vous trouvez une théorie qui s'appelle le semi-compatibilisme, qui est défendue par des gens comme John Martin Fisher ou Mark Ravizza, pas obligé de retenir les noms. Qu'est-ce que c'est le semi-compatibiliste? C'est juste des gars qui disent « Ah ouais, non mais nous, on pense que le libre arbitre, il n'existe pas parce qu'il est incompatible, parce que le libre arbitre, c'est le pouvoir de faire autrement et il est incompatible avec le déterminisme. Par contre, la responsabilité morale, c'est bon les gars, hein, pas de problème. Parce que la responsabilité morale ne requiert pas le pouvoir de faire autrement, ne requiert pas le pouvoir d'échapper au déterminisme. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc ça s'appelle semi-compatibilisme, parce que leur thèse, c'est le libre arbitre n'est pas compatible avec le déterminisme, mais la responsabilité est compatible avec le déterminisme. Alors bien sûr, si vous venez de la première approche, et que vous croisez ces gens-là, vous dites, en fait, vous êtes compatibiliste, quoi. Parce que si vous, de votre point de vue, vous définissez le libre arbitre comme le type de contrôle qui est nécessaire pour la responsabilité morale, vous allez dire, bon, ben, eux, ils s'appellent semi-compatibilistes, mais du point de vue de ma définition, c'est juste des compatibilistes. C'est des gens qui pensent que le libre arbitre est compatible avec le déterminisme, c'est juste qu'ils ont une définition différente de la mienne du libre arbitre, vous voyez. Et donc ça, c'est très important parce qu'on va voir que des fois, les gens, surtout les gens qui ne viennent pas de philosophie et qui décident de se plonger dans le problème du libre arbitre, bah, ils passent un peu facilement de l'un à l'autre. C'est-à-dire, ils vont dire, oh, regardez, la science montre que le libre arbitre défini de telle façon n'existe pas ou est impossible. Du coup, c'est la catastrophe, personne n'est moralement responsable, tout n'est qu'illusion et désastre, etc. Mais en fait, on glisse, on est un peu d'une façon sur les deux approches en même temps, on les mélange. Ok, alors on fait une pause 5 minutes, puis je vais voir si j'arrive à réparer ça. Je suis désolé. Alors du coup, juste pour finir sur l'histoire des deux approches, puis pour passer par la suite, c'est assez important de distinguer les deux approches, parce que en fait, le problème du libre arbitre... attends, je vais sauter ça. Le problème du libre arbitre, c'est une question qui intéresse beaucoup de gens, pas uniquement les philosophes, puis on voit souvent des scientifiques qui écrivent là-dessus. Et souvent, quand on lit les textes qui sont écrits par les scientifiques, alors des fois des psychologues, mais surtout les neuroscientifiques aiment beaucoup ça, il y a même des gens qui sont spécialisés dans la neuroscience du libre arbitre, et autant j'ai rien à dire sur leur manip en elle-même, mais sur l'interprétation des fois philosophique qu'ils en font, bah, il y a un peu une sorte de confusion entre les deux approches, c'est-à-dire qu'en général, alors là je prends par exemple un livre qui s'appelle Free Will de Sam Harris, je ne sais pas si vous avez vu. Alors Free Will de Sam Harris, c'est un bouquin qui est assez intéressant, c'est un bouquin très très court qui a été écrit par quelqu'un qui n'est pas du tout philosophe, mais justement neuroscientifique, pour expliquer pourquoi le free will a été une illusion. Et c'est un livre, moi j'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup, parce que j'aime beaucoup la remarque de Daniel Dennett, qui est un philosophe dessus. Donc Daniel Dennett, qui est un ami de l'auteur, et qui a résumé en gros l'intérêt du bouquin comme ça, c'est ça fait des années que j'entends mes collègues de psychologie, neurosciences, dire que le problème du libre arbitre, c'est résolu par les sciences, etc. Mais c'est toujours été des sortes de bruits de couloir, ils l'ont jamais couché sur le papier, donc c'était difficile de les réfuter, mais aujourd'hui nous avons un livre dans lequel un type a mis toutes les erreurs que mes collègues faisaient dans un seul ouvrage, et rien que pour ça, l'ouvrage a le mérite d'exister, merci beaucoup, c'est vraiment la revue. Alors le type est un copain de l'auteur, hein, ça qu'il faut retenir. Et donc un des problèmes majeurs avec ce genre d'ouvrage, c'est que souvent,
ça procède de la façon comme ça. Ça commence avec une définition du libre arbitre qui est souvent une définition très très forte. Hein, par exemple, dans le cas de Sam Harris, la définition c'est pour avoir le libre arbitre, il faut être la source consciente de nos actions, de toutes nos actions, et pouvoir agir autrement au sens d'échapper au déterminisme. Et donc il dit ça a l'air d'être quand même assez incompatible avec la science, ce qui peut quand même être assez bien argumenté, parce que c'est quand même très très exigeant comme définition. Et du coup, une fois qu'il a prouvé que ça c'est incompatible avec la science, Harris explique que du coup, c'est injuste de tenir moralement responsable les gens, et donc la plupart de nos pratiques ordinaires reposent sur une illusion qui est celle du libre arbitre, etc. etc. Et donc, une critique qu'on fait justement à ce genre de propos, c'est de dire oui, mais en fait, vous glissez d'un usage technique de libre arbitre, qui est un truc que vous reconstruisez en fonction de ce que vous pensez que les philosophes appellent libre arbitre, donc souvent une définition très, très indéterministe, très exigeante, et vous montrez qu'elle est incompatible avec la science. Bon, ok, ça on peut discuter, hein, les gens ne sont pas forcément d'accord, mais ce n'est pas complètement irraisonnable. Et ensuite, vous en tirez des conclusions sur le fait que, du coup, il y a des conséquences éthiques énormes, par exemple, la responsabilité morale est une illusion, etc., etc. Et vous voyez qu'il y a une sorte de mélange entre les deux approches, parce qu'on commence avec une version très technique du libre arbitre, puis après, on fait comme si c'était cette conception plus intimement liée avec la responsabilité morale, en fait. Il y a une sorte de superposition des deux approches du libre arbitre. Est-ce que vous voyez le problème, du coup? Et il n'y a pas de tentative, justement, de démontrer que le libre arbitre qui est réfuté par ces neuroscientifiques-là, par ces scientifiques-là, donc la question, c'est pas de savoir s'ils l'ont vraiment réfuté ou pas. Hein. La question, c'est de savoir est-ce que le libre arbitre qu'ils ont réfuté, la définition qu'ils ont pris, elle est pertinente pour les conclusions qu'ils veulent en tirer, en fait. Vous voyez que c'est pas du tout évident, parce que les philosophes ne sont pas d'accord eux-mêmes sur quel type de libre arbitre est nécessaire pour la responsabilité morale, en fait. Mais souvent, c'est assez difficile de discuter avec les gens qui défendent cette position, parce qu'ils vont dire, mais la définition du libre arbitre, c'est une idée intuitive. Oui, on est plus ou moins d'accord, dans un certain sens, c'est vrai. Et c'est clair que les gens ont ça en tête, le truc que j'ai défini comme le libre arbitre. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Du coup, quand on dit, oui, mais en fait, peut-être que ce n'est pas la bonne définition du libre arbitre, certaines personnes, donc Harris a fait ça largement, on va dire, oui, mais en fait, vous êtes en train de... il y a une idée intuitive de libre arbitre, puis vous êtes en train de fausser le jeu, vous êtes en train de proposer des définitions techniques qui n'ont rien à voir avec la notion commune de libre arbitre. Alors que justement, le problème, c'est qu'on ne sait pas si la définition qu'eux ont proposée est la notion commune de libre arbitre. Donc ça donne une sorte de théorie hybride assez intéressante dans laquelle le libre arbitre, c'est une notion technique, ils l'acceptent, hein, ils disent, voilà, on reprend le libre arbitre tel que l'ont défini certains philosophes, mais ils pensent aussi que le libre arbitre est une notion intuitive, et que la notion technique est en fait une sorte de reflet de la notion intuitive, et que donc en défaisant, en prouvant l'impossibilité de la notion technique, on a prouvé que la notion intuitive était incohérente d'une certaine façon. Mais du coup, on passe au-delà de ce qui fait la plus grosse partie du débat en philosophie contemporaine, qui est justement de savoir, est-ce que la notion intuitive de libre arbitre, c'est-à-dire celle qui est présente dans nos attributions de responsabilité morale, c'est celle qui est discutée dans ces cas-là. Hein, est-ce que vraiment les gens ont en tête des critères aussi exigeants que être la source consciente de ces actions et pouvoir échapper au déterminisme quand ils attribuent de la responsabilité morale? Alors certaines personnes disent que oui, hein, je ne dis pas que c'est une idée absurde, mais ce n'est pas une idée évidente. Vous voyez le problème, c'est on suppose qu'on a déjà tranché le débat philosophique. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est important du coup de distinguer les deux approches? Vous pouvez définir le libre arbitre d'une certaine façon et dire qu'il est incompatible avec la science, mais dans ce cas-là, il faut quand même plus d'arguments pour en déduire des conséquences morales, par exemple pour la responsabilité morale. Oui? C'est marrant parce que par exemple, si vous prenez des gens comme Harris, ils vont vous dire que c'est la première approche qui déplace le débat. C'est pour ça que c'est important justement de distinguer les deux. C'est clair que le libre arbitre c'est ça, tous les philosophes ont toujours parlé de ça, et du coup essayer de dire que peut-être le libre arbitre ça serait juste être capable de faire des décisions en accord avec ses valeurs, c'est tellement déflationniste, c'est tellement petit, c'est tellement ridicule par rapport à ce que les philosophes ont discuté sous le nom de libre arbitre que c'est clairement un tour de passe-passe, vous voyez. Mais, ouais, donc ça c'est un peu le genre de truc qu'il a pu dire, tu vois, aux philosophes qui ont justement accentué là-dessus. Et d'une certaine façon, il a raison, mais ça dépend justement du point de vue qu'on prend, quoi. Donc, les deux approches, en fait, sont tout à fait légitimes selon que ce qui vous intéresse dans le libre arbitre, c'est son lien avec certaines choses, comme la responsabilité morale, ou si ce qui vous intéresse dans le libre arbitre, c'est
le type de capacité un peu surnaturelle ou quand même intrigante qui a pu être discutée par les philosophes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on discute l'un, on ne discute pas nécessairement l'autre. En tout cas, il faut un argument pour dire que les deux sont identiques, en fait. Et c'est ça qui manque dans beaucoup de littérature de littérature non philosophique sur le libre arbitre, comme les attaques neuroscientifiques. Alors moi, je ne crois pas spécialement au libre arbitre, donc je m'en fous que les gens disent que le libre arbitre n'existe pas, c'est pas la question, mais le fait que ça soit fait comme ça, en esquivant là, ce qui fait la plupart du débat, c'est quand même assez frustrant, vous pouvez voir. Oui. C'était par rapport à l'intuition, mais c'est quand même assez vrai, en tout cas j'avais lu un travail là-dessus, qu'il y a une intuition incompatibiliste assez largement partagée. Enfin, une fois qu'on explique les concepts de déterminisme, On va voir qu'en fait, il y a énormément de littérature empirique dessus. Ça sera le sujet de la 3e séance. Et franchement, alors il y a des débats il y a beaucoup de débats sur quelle conclusion tirer de cette littérature. Mais il y a au moins un truc qui est clair, c'est que c'est difficile d'arriver comme ça sur la table en disant que c'est évident que les gens pensent que... Ouais. c'est pas évident, mais j'avais vu que en grande partie les réponses dépendaient de comment est-ce qu'on amenait le problème, enfin, dans quel ordre. Ah oui, alors ça j'en parlerai. Ça j'en parlerai, mais ces expériences ont beaucoup été discutées. Il y a beaucoup de façons de dire que les résultats, en fait, c'est juste qu'il y a une façon d'aborder le problème dans lequel, en fait, on fait une description dans laquelle les gens ne comprennent pas de ce dont on parle, en fait. Il y a ce problème-là dans la manip. Donc ça, on va vraiment rentrer hyper en détail là-dedans. C'était juste pour, par rapport à quand vous avez Ouais. mentionné ces neuroscientifiques qui a fait un travail là-dessus. Enfin, il me semble qu'il pour le défendre, Ouais. il se base quand même sur une intuition qui me semble assez forte de prime abord, qui est que l'intuition incompatibiliste. Alors ça, je ne vais toujours pas rentrer dans le détail de ce que j'ai développé avant. Vous avez raison, c'est une intuition très très forte. La question, c'est de savoir si beaucoup de personnes l'ont vraiment. C'est une autre question. Parce qu'il pourrait y avoir des intuitions très très fortes qui sont partagées, par exemple, par 25% de la population. Et ouais. C'est juste pour dire que Ouais. voilà, le glissement, je peux comprendre, je m'imagine assez bien comment est-ce que ça peut intervenir. Oui, on voit très bien, mais... Ça me semble pas non plus être un saut. Alors, j'ai pas dit que c'était complètement absurde, mais j'ai dit que par contre, c'était problématique. C'est une erreur excusable, c'est ça que vous voulez dire, mais... c'est une erreur excusable, tout à fait, mais... parce qu'effectivement, ces gens-là sont persuadés, si tu prends Harris et d'autres, que pour eux, c'est évident que tout le monde, quand ils pensent au libre arbitre, y compris au libre arbitre qui est nécessaire pour la responsabilité morale, les gens ont cette compréhension super indéterministe de ce qu'est la responsabilité morale. Mais en fait, on va voir que probablement pas. C'est ça le problème. Et effectivement, c'est ça la source de l'erreur. Ils projettent sur d'autres leur intuition, quoi. Mais oui. Si on dissocie déterminisme, libre arbitre et responsabilité morale, compatibilisme et incompatibilisme, du coup, ça se joue entre ces trois notions. C'est pas une chose face à l'autre. Alors, c'est toujours, souvent on dit, c'est quelque chose compatible avec le déterminisme. Donc on peut se dire, voilà, ce qui m'intéresse, c'est soit le libre arbitre compatible avec le déterminisme, ou on peut dire la responsabilité morale compatible avec le déterminisme. Alors, dans la première approche que je décris, souvent ça va ensemble, hein, puisque le libre arbitre, c'est le contrôle qui est nécessaire pour la responsabilité morale. Mais évidemment, comme j'ai dit, si on prend une définition du libre arbitre qui n'indexe pas le libre arbitre sur la responsabilité morale, c'est tout à fait possible de se retrouver avec d'être compatibiliste sur un point et d'être incompatibiliste sur l'autre. Oui. Oui. On parle peut-être de savoir qu'est-ce que les gens définissent par libre arbitre. Enfin, ça se trouve, tout le monde a tort. Donc, je pas l'intérêt de leur demander. Alors oui, mais moi aussi je suis d'accord avec ça. Donc là, la question, c'est juste que quand les philosophes disent à Harris, par exemple, que franchement, il a choisi quand même la pire définition possible du libre arbitre. Enfin, c'est-à-dire celle où tu avais quand même beaucoup de chances que ça ne soit pas compatible avec la science, hein, parce que tu dois être la source consciente de toutes tes actions, tu dois pouvoir faire autrement, etc. Ils disent, voilà, il y a des philosophes qui pensent que, par exemple, pour être moralement responsable, on a besoin d'une liberté qui est quand même beaucoup plus mondaine, beaucoup plus facile. Et la réponse de Harris, et on verra que c'est des réponses que d'autres ont fait avant lui, hein, ce n'est pas spécifique à Harris, c'est de dire, non mais c'est clair que les gens, quand ils parlent de libre arbitre, ils entendent ça. Et là, vous, les philosophes, vous ergotez, vous jouez sur les mots, en fait. Vous changez le sens de liberté pour éviter de voir la tragique vérité qui est que nous n'avons pas de libre arbitre. Et en plus, on pourrait même
la question, en fait, la question des philosophes, c'est même pas de dire que les gens appellent pas ça libre arbitre ou pas, parce que pour ça j'en parlerai bientôt, mais en fait quand tu demandes ce que les gens appellent libre arbitre, en fait ça n'a rien à voir avec ce que les philosophes, ce avec quoi les philosophes s'intéressent par libre arbitre. Hein. Par exemple, juste pour spoiler, si on dit voilà que vous faites une décision, par exemple vous décidez de commettre un crime parce que quelqu'un a votre famille en otage, bah, beaucoup de gens vont dire bon, bah, la personne du coup elle n'avait plus le libre arbitre, tu vois. Et du coup, bah, dans toutes les théories du libre arbitre qui existent en philosophie, on dirait que la personne a du libre arbitre. Donc en fait, même la façon dont les gens utilisent l'expression libre arbitre n'a aucun intérêt. Voilà, mais la critique des philosophes, c'est plutôt de dire, mais ça te paraît intuitif que la définition de libre arbitre que tu prends, c'est celle qui est pertinente pour savoir si les gens sont moralement responsables ou pas. Et voilà. Oui. C'est quoi la vision non philosophe du libre arbitre? Bah, c'est la façon dont les gens utilisent le mot libre arbitre en dehors des débats philosophiques. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En français, ça n'a aucun sens. Hein. En anglais, free will, ça passe plus, en fait, c'est pour ça. Donc là, on est sur des débats anglais, et donc free will, c'est quand même quelque chose qui peut être utilisé plus facilement dans le langage ordinaire. Mais c'est vraiment, ouais, c'est justement un cas où, bah, clairement, en français, quasiment personne n'utilise libre arbitre, sauf dans des cas extrêmes ou un peu dramatiques, pour souligner un point. Mais c'est sûr que si on se demandait ce que les gens appellent libre arbitre en français, pas spécialement d'intérêt, quoi. Non, bah, là je pense que c'est vraiment un problème qui est dû au débat anglais, où ils ont l'impression que bah, en anglais ça passe plus dans le langage ordinaire, donc ça les soutient aussi un peu dans leur idée qu'il doit y avoir une notion ordinaire de ce que c'est le free will, quoi. Tandis qu'effectivement, je pense qu'en français on aurait un petit peu plus de mal à dire ça. Mais on pourrait toujours dire qu'on a quand même des intuitions ordinaires sur ce qui font que les gens sont moralement responsables ou pas. Hein. On a cette conception ordinaire qui est dans nos attitudes, hein, ce que j'ai décrit au début. Et ce qu'il pourrait dire, c'est que cette conception ordinaire, elle est justement celle que eux décrivent. Mais là encore... Et au-delà de la folie, même sous une grande pression, on est toujours responsable moralement de nos actions. Donc j'arrive pas à comprendre comment ils ont une définition si bah, parce qu'ils pensent que c'est ça que parlent les philosophes en général, et les non-philosophes. Voilà, c'est pour ça que c'est assez étrange quand on y réfléchit, mais voilà. Donc voilà, ce qui est important, c'est de voir justement, il faut bien distinguer les deux débats. C'est soit vous débattez, soit vous posez une définition du libre arbitre, par exemple très technique, très indéterminisme, et vous pouvez discuter s'il existe ou pas. Mais une fois que vous en avez déduit si vous en déduisez qu'il n'existe pas ou même qu'il existe, vous ne pouvez pas tout de suite en tirer des conclusions pour la responsabilité morale. Soit vous partez de la définition du libre arbitre comme contrôle nécessaire pour la responsabilité morale. Et là, si vous prouvez qu'il n'y a pas de libre arbitre, bah, il n'y a pas de responsabilité morale. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire par définition ce que c'est le libre arbitre. Hein. Vous devez vous dire, mais quel type de contrôle est nécessaire pour la responsabilité morale. Tandis que là, on est dans une attitude qui mélange les deux, qui veut un peu avoir les deux facilement. C'est je sais facilement ce qu'est le libre arbitre parce que je le donne par définition, et je peux en tirer facilement des conséquences morales parce que c'est clair que le libre arbitre, c'est lié à la responsabilité morale. Parce que du coup, voilà, il y a une sorte de mélange qui permet des transitions un peu faciles. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde voit? Donc l'idée, c'est qu'il faut choisir l'une ou l'autre, et moi, dans le cours, je vais plutôt prendre la première, c'est de savoir quel est le type de contrôle qui est nécessaire pour la responsabilité morale, en général. Alors bien sûr, bon, bah, du coup, il y a des gens qui trouvent que c'est l'autre question qui est intéressante, c'est de savoir quel type de contrôle on a sur soi-même. Est-ce qu'on est elle-free, libre au sens de Balaguer? Alors moi, c'est plutôt la première question qui m'intéresse, et un argument qu'on peut donner pour la première question, pour le fait que la première question est intéressante, c'est de dire, mais peut-être qu'en fait, la raison pour laquelle on a très envie de savoir si on est doté de libre arbitre, c'est parce qu'on a envie de savoir si on est moralement responsable de nos actions, peut-être. Alors bien sûr, vous pouvez être comme Balaguer et dire, non, moi je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir si les gens ont un pouvoir d'échapper au déterminisme, quoi. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'idée, c'est que, bon, ben, en fait, si finalement, par analyse philosophique, on découvrait que le fait d'avoir une liberté indéterministe ne nous apportait rien de spécial, ça ne nous rendrait pas plus moralement responsables, ça ne nous rendrait pas plus auteurs de nos actions, ça ne nous rendrait pas plus libres. Bah oui, on peut toujours discuter de savoir si on a ce genre de liberté un peu douteuse, mais bon, où serait l'intérêt, quoi? Mais bon, après, chacun a le droit d'étudier ce qu'il veut, hein, mais du coup, moi, je vais plutôt partir sur la première question. Ouais, toujours dans les problèmes des débats des scientifiques avec le libre arbitre, il y a ce type qui s'appelle Jerry Coyne, qui est un biologiste américain, j'ai traduit son livre sur l'évolution. Le livre est très bien,
Mais par contre, il dit aussi beaucoup de choses sur le libre arbitre qui sont très très mauvaises. Comme quoi, on peut être très très bon dans un domaine mais pas du tout dans l'autre. Hein. Donc c'est pas une critique de ces personnes en elles-mêmes que je fais. Qui est vraiment persuadé. Alors lui, c'est toujours assez intéressant. C'est chaque fois que justement des philosophes obtiennent des financements pour travailler sur le fait que peut-être le libre arbitre est compatible avec le déterminisme. Pour lui, c'est évidemment un truc qui est piloté par les organismes religieux américains. Parce que pour lui, c'est évident que le libre arbitre, c'est une notion qui est religieuse, quoi. Mais en même temps, c'est une notion qui est intuitive. Il y a encore ce problème-là. Le libre arbitre, c'est un truc qui a été développé par l'Église, donc c'est une notion religieuse, mais en même temps, c'est une notion intuitive. Et donc, c'est un peu comme si on avait une notion intuitive qui était mensongère, puis l'Église s'était emparée d'elle, et donc finalement suivre nos intuitions au sujet du libre arbitre, ce serait un peu être sous le joug de l'obscurantisme religieux. Hein, il y a encore cette sorte de mélange entre la version technique et la version. Et pour lui, c'est clair que à chaque fois qu'un philosophe dit oui, mais le libre arbitre pourrait être compatible avec le déterminisme, pour lui, c'est clairement qu'on est en train d'essayer de défendre un truc religieux. Parce que, voilà, pour lui, je sais pas, c'est par essence religieux. Et d'une certaine façon, c'est vrai si on prend d'une certaine façon l'histoire du libre arbitre, ça naît dans le terme libre arbitre, il naît sous la plume de Saint-Augustin dans des discussions théologiques, mais en même temps, vous voyez qu'il y a un sens dans lequel la notion de libre arbitre, si on la définit comme la première approche, elle n'a rien de spécifiquement religieux, quoi. Donc c'est vraiment très important d'avoir ces choses-là en tête pour distinguer un peu ce genre de confusion. Alors, du coup, dans la deuxième section du cours, je vais dire, voilà, le but du cours, c'est de discuter de qu'est-ce que c'est que le libre arbitre, au sens où quel est le type de contrôle que quelqu'un doit exercer sur ses actions et ses décisions pour être moralement responsable de ses actes. Hein, c'est vraiment ça la question qui va guider le cours. Mais cette question, je ne vais pas la traiter directement, je vais la traiter sous l'angle de la question éternelle, qui est pas du tout éternelle, qui est la question de la compatibilité du libre arbitre avec le déterminisme. Donc ici, la question de la compatibilité entre libre arbitre et déterminisme, ça va être la question de la compatibilité entre responsabilité morale et déterminisme. Est-ce que la responsabilité morale est compatible avec le déterminisme ? Alors pourquoi aborder la question sous cet angle-là ? Parce que c'est 90% de la littérature contemporaine. Donc ça va être assez difficile de traiter des débats sur le libre arbitre et la responsabilité morale en philosophie contemporaine sans adresser directement la question du déterminisme. En fait, même la plupart si on essaye de faire une partition, une classification des différentes théories du libre arbitre qui ont été proposées, en général, elles sont classifiées par rapport à leur rapport au déterminisme avant tout. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est que le libre arbitre, mais l'angle d'approche du cours, ça va être le débat de savoir si le libre arbitre est compatible avec le déterminisme. Oui ? Alors, je vais y venir. Je vais y venir. C'est un des problèmes de la littérature contemporaine. Il y en a beaucoup qui disent, oui, finalement, c'est peut-être pas le débat le plus important, mais bon, c'est quand même celui dans lequel on a... c'est quand même celui dans lequel la plupart des trucs ont été définis, donc c'est quand même assez dur de passer à côté sans en parler. Alors, il faut voir qu'en général, la liberté a beaucoup été discutée au cours d'histoire de la philosophie, toujours en rapport avec quelque chose qui serait un obstacle potentiel. Ça n'a pas toujours été le déterminisme. Il y a plein de choses qui ont été discutées comme des obstacles potentiels à la liberté. Donc chez Aristote, vous avez cette discussion de savoir si le principe du tiers exclu est compatible avec la liberté. Hein, vous savez, c'est l'idée que si le principe du tiers exclu est vrai, alors c'est soit vrai, soit faux. Par exemple, pour prendre l'exemple d'Aristote, que demain il y aura une bataille navale, et ça l'est déjà. C'est déjà vrai ou faux que demain il y aura une bataille navale. Mais si c'est déjà vrai ou déjà faux que demain il y aura une bataille navale, alors ça veut dire que ce que je fais aujourd'hui ne peut pas influencer le futur, et donc finalement je n'ai aucune agentivité, je ne peux jamais rien faire, tout est déjà fixé d'avance. Alors, bon, je n'ai pas dit que l'argument était bon, mais c'est ça le problème. D'autres débats qu'il y a eu, c'est la compatibilité par exemple entre libre arbitre et le destin. Donc ça, j'y reviendrai peut-être plus tard, par exemple chez les premiers stoïciens. Hein, est-ce que le fait qu'il y ait un destin fixé par les dieux est compatible avec le déterminisme ? Au Moyen-Âge, il y a eu aussi les débats sur la compatibilité entre l'omniscience de Dieu et la liberté. C'est-à-dire, si Dieu sait tout, par définition, il sait ce que je ferai plus tard. Et est-ce que s'il sait ce que je fais plus tard, est-ce que je suis quand même libre ? Alors, il faut voir que ça, par exemple, c'est très différent de la question du déterminisme. Parce qu'on pourrait penser que c'est pareil, parce qu'on pourrait se dire que si Dieu sait à l'avance ce qui va se passer, c'est parce que le monde est déterministe, mais pas forcément en fait. Hein. Il y a des conceptions de l'omniscience de Dieu qui sont compatibles avec l'indéterminisme. L'idée, c'est par exemple, vous pouvez penser que les états du monde, voilà, il faut imaginer que Dieu voit tous les états du monde devant lui, parce qu'il est hors du temps en fait, c'est quand même vachement pratique. Donc il voit simultanément tous les états du monde à tous les moments,
Et donc même s'il n'y a pas de relation déterministe entre les différents états du monde, il peut quand même savoir ce qui se passera. Donc ça n'implique pas forcément le déterminisme, l'omniscience divine. Mais on peut quand même se poser la question de savoir est-ce que c'est compatible avec la liberté. Et du coup, la question la plus connue maintenant, c'est celle de la compatibilité de la responsabilité, donc du libre arbitre, avec le déterminisme. Donc c'est vraiment celle-là dont je vais discuter. Et c'est vraiment une question qui explose au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors déjà, il faut définir ce que c'est le déterminisme, et je pense qu'on va passer le reste de la séance là-dessus, parce que beaucoup de problèmes sur le débat, dans la compréhension du débat sur le déterminisme et le libre arbitre, il vient de confusion sur ce qu'est la nature même du déterminisme. Alors, qu'est-ce que c'est un déterminisme? Alors, une façon de le définir en général, c'est en termes de système. Il faut imaginer un système. Alors, un système, c'est quelque chose qui a des états différents et qui change d'état en fonction du temps. Et la définition d'un système déterministe, c'est un système qui est tel que si je prends le système à n'importe quel moment t, alors l'état du système à ce moment-là et les lois qui régissent les transitions de ce système sont telles qu'il n'existe qu'un seul état possible du système à t plus x, où x est n'importe quel nombre. C'est-à-dire, quel que soit un moment, étant donné les moments qui précèdent dans le système et étant donné les lois qui gouvernent le système, il ne peut y avoir qu'un seul état possible à ce moment-là. Donc là, je prends un exemple, voilà, j'ai un système déterministe, mais c'est dommage que je n'ai pas d'image. Voilà, c'est un système qui évolue au cours du temps et il a deux règles. Si le nombre de balles, alors la seule chose qui qualifie les états de ce système, c'est le nombre de balles, on va dire. Il y a des balles dans ce système. Si le nombre de balles est inférieur à 5, alors chaque balle se dédouble. Et puis si le nombre de balles est supérieur à 5, on revient à une seule balle. Donc vous voyez, donc là il y a 2 balles, donc c'est moins de 5, ça se dédouble, ça fait 4 balles, c'est toujours moins de 5, donc ça se dédouble, ça fait 8 balles, donc là ça fait plus que 5, on revient à 1, et puis là ça se dédouble, et puis là c'est à 2. Donc l'idée c'est que, étant donné les lois du système, il n'y a pas d'état où on pourrait se dire « Ah, ça pourrait être comme ça, mais ça pourrait être autrement ». Le système est fixe. Est-ce que vous voyez à peu près comme la définition? Donc là, c'est un modèle simplifié, mais l'idée du déterminisme, c'est que le monde est un système de cette façon-là, c'est-à-dire que le monde est régi par des lois qui sont telles que, étant donné l'état actuel du monde, il ne peut y avoir qu'un seul état possible dans 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il n'y a pas de branchement possible. Les lois sont assez strictes pour faire en sorte qu'il n'y a qu'un seul état possible, étant donné l'état actuel. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que la seule caractéristique qui caractérise les états dans mon exemple, c'est le nombre de balles. Il y a de l'espace sur la représentation visuelle, mais ce n'est pas une caractéristique du système, c'est juste une caractéristique de la représentation visuelle. Il n'y a qu'une seule propriété de chaque état, c'est le nombre de balles. Voilà. Mais oui, effectivement, on pourrait dire, voilà, si on prend ça comme une représentation visuelle, on pourrait dire, le nombre de balles est fixé, mais la position, par exemple, peut-être, elle est indéterminisme. Peut-être que les balles auraient pu être autrement. Mais bon, c'est difficile de représenter quelque chose visuellement sans rajouter de l'espace. Mais est-ce que tout le monde voit à peu près comment fonctionne la théorie? Donc, fonctionne la définition du déterminisme. Donc ça, c'est vraiment la définition du déterminisme qui est standard en philosophie quand on discute du déterminisme. Donc, oui. Par rapport à la question, est-ce que ça veut dire que du coup, il pourrait y avoir des critères selon lesquels la nature, les choses seraient déterminées, déterministes et d'autres pas? Oui, ça veut dire que si le monde serait indéterministe, si les lois de la nature sont telles qu'elles permettent que pour un état donné actuel, elles permettent plusieurs futurs possibles, en fait. Okay. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on prend le monde et qu'on analyse des critères différents, il pourrait y avoir à la fois des critères déterminés et des critères non déterminés, qu'il n'y aurait pas une détermination générale qui couvrerait... Alors oui, on pourrait imaginer que certaines parties sont déterministes, mais certaines ne le sont pas. Ça, c'est une possibilité. Il faudrait juste que ces différentes parties n'interagissent pas. C'est ça qui est un peu dur, quoi. Il faudrait qu'il y ait des niveaux de réalité qui n'interagissent pas du tout, parce que s'il y a un niveau de réalité qui est un déterminisme, il ne faudrait pas que l'indéterminisme contamine les autres aspects. Oui. Ça veut dire qu'il ne peut pas être déterminé par le hasard. Alors, je vais revenir au hasard. Alors, le hasard, à chaque fois, on est toujours déterminé par des événements passés, pris ensemble avec les lois donc, ce qui détermine l'état présent, ce sont les états passés. L'idée, c'est que le hasard, ce n'est pas un état. Le hasard, c'est juste le nom qu'on donne à certains facteurs qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, l'idée, c'est que le hasard existe dans un monde déterministe, en fait. Par exemple, si je mélange les cartes et que j'en tire une, je tire une carte au hasard.
Et puis, je viole pas le déterminisme en jouant à pile ou face ou en tirant au hasard. Donc le hasard tel qu'on l'entend dans la vie de tous les jours est tout à fait compatible avec le déterminisme. Pour que le hasard soit incompatible avec le déterminisme, il faut appeler hasard l'indéterminisme en fait. Mais beaucoup de choses qu'on appelle le hasard. Par exemple, imaginons que, je sais pas, vous croisez par hasard un camarade de classe, et en fait, il n'y a pas de... Par hasard, ça veut juste dire que vous n'aviez pas planifié de vous croiser. Mais étant donné que, en fait, vous alliez tous les deux au même concert, parce que vous avez les mêmes passions musicales, ça devait arriver, mais c'est un hasard parce que c'était imprévisible pour vous, ou... oui. Si par exemple, apparemment, il y a deux états différents du monde possible, donc à des pouces X, et puis que ce qui fait la différence entre deux, c'est Dieu qui joue à pile ou face, là, c'est-à-dire que c'est indéterminé, c'est hasard. Alors ça dépend de ce que vous prenez comme le système. Si vous prenez juste le monde du coup devient indéterministe, mais il redevient déterministe si vous incluez Dieu dans le système. Donc là c'est plus une question de description. C'est par exemple, en fait, vous voyez, cette salle est un système indéterministe d'une certaine façon. Parce que si je prends uniquement ce qui se passe dans cette salle à ce moment-là, je ne pourrais pas prédire le futur de ce qui se passera dans cette salle. Parce qu'il y a des gens qui vont entrer dans la salle, et qui du coup je ne pouvais pas les prédire si je regardais juste la salle. Donc cette salle est un système indéterministe, d'une certaine façon, mais c'est juste parce que je n'ai pas pris en compte tous les trucs qui peuvent interagir avec la salle. Donc voilà. Dans votre exemple, le monde serait un truc indéterministe au sens où cette salle est indéterministe, parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut arriver, et on ne peut pas prévoir juste en regardant l'état de la salle. Mais... Voilà, donc c'est indéterministe, mais dans un sens un peu trivial, si vous voulez, dans ce cas-là, je pense. Mais oui. Est-ce que c'est dans ce contexte, justement, que le débat du chat de Schrödinger entre en jeu? Alors, je vais rentrer, oui, j'ai parlé de la physique quantique, de toute façon, j'avais parlé. Il y a une interprétation de la physique quantique, mais c'est une interprétation possible, qui dit qu'effectivement, il existe un indéterminisme fondamental. C'est-à-dire que dans la physique quantique, il y a des équations probabilistes, donc on déduit les observations avec une certaine probabilité, et pas de façon fixe, mais ce n'est pas parce qu'une équation, c'est pas parce qu'une théorie est probabiliste que la réalité est indéterministe. Par exemple, la théorie des gaz, qui a été développée au XIXe siècle, elle était probabiliste parce qu'elle était déterministe. C'est-à-dire que les types ont suggéré que le comportement des gaz était dû au mouvement déterministe des atomes, et sur la base de cette assumption, ils en ont calculé un certain nombre d'équations probabilistes. Donc, la probabilité, par exemple, je sais que quand vous tirez un paquet de cartes, vous avez une probabilité 1 sur, je ne sais plus combien de cartes il y a, de tirer l'as de trèfle, mais ça ne veut pas dire que le paquet de cartes est indéterministe, en fait. Donc il faut bien distinguer le fait que la théorie soit probabiliste de l'idée que la réalité est indéterministe. Ça, c'est deux choses différentes. Une des interprétations de la physique quantique, qu'on appelle l'interprétation de Copenhague, suppose effectivement que la réalité est vraiment indéterministe. Et surtout, elle suppose qu'il y a des états qui ne sont pas fixés. Et justement, Schrödinger était quelqu'un qui s'opposait à cette théorie. Et le chat de Schrödinger, c'était une expérience de pensée qu'il avait développée avec Einstein, d'ailleurs, je crois, pour montrer à quel point l'interprétation de la théorie était absurde. Parce qu'elle faisait la prédiction qu'on pourrait techniquement avoir un chat qui est à la fois mort et à la fois vivant. Donc c'est une critique des interprétations indéterministes de la physique quantique, si vous voulez, par l'absurde. Mais l'idée est tellement belle qu'elle est restée, et la critique a un peu été oubliée. Donc ça aussi, c'est une question, est-ce que c'est pas un peu has-been de parler de déterminisme au XXe siècle et au XXIe siècle, sachant que la physique quantique a montré que le déterminisme était faux. Bon, en fait, on ne sait pas si la physique quantique a démontré que le déterminisme était faux. Il y a des interprétations de la physique quantique qui sont déterministes, et il y a des interprétations de la physique quantique qui sont indéterministes. Pour l'instant, c'est des interprétations ontologiques, c'est même pas sûr qu'on puisse faire la distinction expérimentalement entre les deux. Donc là, je ne connais pas très bien, mais vous avez des gens qui sont spécialistes de philosophie de la physique quantique à Genève. Si vous voulez, je vous donne leur adresse et pour vous expliquer tout sur ça. Oui. On pourrait aussi ajouter que c'est pas parce que la physique quantique a démontré qu'au niveau microscopique ou subatomique, il peut y avoir de l'indéterminisme, qu'au niveau macroscopique, dans le monde. Oui, ça c'est effectivement un autre argument, c'est l'idée de dire que même si les phénomènes quantiques, probabilistes de la physique quantique, décrivaient effectivement des phénomènes indéterministes, c'est-à-dire si les probabilités ne faisaient pas que refléter notre ignorance et notre incapacité à prédire, mais vraiment quelque chose d'une sorte de hasard fondamental dans la réalité, jusqu'ici, je crois que le maximum qu'on ait réussi, c'est c'est quoi? C'est un cheveu, je crois. L'objet le plus gros sur lequel on a réussi à obtenir ces effets un peu probabilistes. Et pour que ça marche sur un cheveu, je crois qu'il faut vraiment qu'il soit dans une
dans une salle sans oxygène, à température proche de zéro, où il n'y a quasiment aucune particule avec lesquelles il doit interagir. Donc c'est pas sûr que ce soit super pertinent pour l'agentivité humaine, mais ça j'en reparlerai, parce qu'il y a des théories qui essaient quand même de faire rentrer la physique quantique dans le libre arbitre. Mais oui. Mais dans la même idée, est-ce que c'est aussi pertinent de regarder ce genre de débat quand on pourrait débattre d'un côté purement phénoménologique que pour la phénoménologie, et après d'un côté plus large? Alors, j'ai pas répondu, c'est vrai, j'ai pas répondu à votre question sur la phénoménologie. C'était qui avait posé une question sur la phénoménologie tout à l'heure? Ouais. Ah, je crois que c'était vous, désolé. L'idée, c'est que si on faisait un débat sur la phénoménologie, l'idée, ce serait une sorte de troisième voie, un petit peu, mais qui ressemble à la deuxième, qui est je ne définis pas le libre arbitre de façon technique, je ne définis pas le libre arbitre en fonction de la responsabilité morale, mais je définis libre arbitre à partir d'expériences de la vie quotidienne. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais pas, si j'ai deux chemins devant moi et que je ne sais pas lequel choisir, je fais un choix d'aller à gauche plutôt qu'à droite, et j'ai le sentiment de choisir. Et le libre arbitre, ce serait le fait de... alors, on peut le définir, on pourrait le définir soit comme la liberté que j'ai vraiment quand je fais ce genre de choix, mais pour le côté phénoménologique, ce serait plus la liberté que j'ai l'impression d'avoir quand je fais ce genre de choix. Ce serait encore une autre façon de définir le libre arbitre, mais vous voyez que vous parleriez encore d'une autre façon, d'une troisième façon. Parce que c'est pas clair que, en fait, c'est pas clair que ce serait le genre de liberté qui soit nécessaire pour la responsabilité morale, en fait. Par exemple, ce genre de phénoménologie, on l'a pas quand on fait des actions machinales. Je sais pas, vous levez le matin, vous prenez votre verre, vous fermez la porte à clé, vous n'avez pas ce sentiment phénoménologique de faire des actions libres. Vous pourriez imaginer un mec qui est devenu un tortionnaire expert, et puis voilà, il torture des gens toute la journée, et franchement, c'est son métier, il le fait comme ça. Il pense à autre chose, il est en train d'écouter de la musique, là, il découpe un membre, il torture une personne, etc. Donc clairement, il n'aurait pas cette phénoménologie-là, il ne serait pas dans ce cas de choix où il doit faire une décision. Mais on aurait quand même envie de dire qu'il est moralement responsable de ses actes, vous voyez? Alors ça, vous supposez déjà que c'est quelque chose... Ouais. Ouais, mais du coup, là, vous devez supposer qu'il y a un lien entre les deux, et c'est pas du tout évident, ça que j'essaye de dire. Je dis pas que c'est impossible, mais après, vous pouvez penser que c'est hérité, qu'il a fallu qu'il fasse un choix initial qui, lui, était... Mais peut-être qu'en fait, il a été élevé dans une... Comme au Moyen-Âge, pourtant, quand... Vous savez, au Moyen-Âge, les bourreaux vivaient entre eux parce que personne ne voulait les épouser. C'était vraiment des personnes... c'est vraiment, ils vivaient en marge des villages, donc on se mariait entre familles de bourreaux, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans mes hobbies, l'histoire des bourreaux au Moyen-Âge, mais on pourrait imaginer que le type ne s'est jamais vraiment posé la question, quoi. Il était le fils du bourreau, toute sa vie, il se préparait à devenir bourreau, il n'y a pas eu de choix, mais il n'y a pas eu de choix réfléchi. Voilà, à partir de 5 ans, il a appris à tenir les tenailles, à partir de 10 ans, il a appris à chauffer les fers. Et puis voilà, jamais il s'est posé la question, c'était tout naturel. Est-ce que vraiment on pense, voilà, c'est pas intuitif que c'est un rapport avec la responsabilité morale, vous voyez? Non, mais ça en a peut-être un. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est faux et que vous avez tort, mais disons que c'est une troisième façon de poser la question, quoi. Et dans ce cas-là, vous pouvez réfléchir au libre arbitre de cette façon, mais il faut bien voir que ce n'est pas quelque chose qui est en compétition avec les autres approches. Ouais. Oui, vous pouvez faire ça, effectivement. La question, c'est que du coup, si les gens pour qui ce qui les intéresse le plus dans le libre arbitre, c'est de savoir si on est moralement responsable de nos actes, vous voyez que du coup, pour eux, c'est pas une échappatoire. Ouais, mais du coup, voilà, du coup, c'est quand même une autre question, donc c'est juste changer de question. Oui. Et puis c'est pas parce qu'on a une phénoménologie qu'elle n'est pas fausse. Oui, aussi, il y a ce... Oui, il y a une expérience comme ça. Bon, là, c'est bientôt la fin. Il y a une expérience comme ça qui a été faite... Après, je ne sais pas si elle est réplicable, parce que c'était il y a longtemps. Vous savez, la TMS, vous voyez ce que c'est la TMS, la Transmagnetic Stimulation. Donc, c'est une méthode neuroscientifique dans laquelle, grâce à un champ magnétique, on envoie des stimulations électriques directement à l'intérieur du cerveau pour surcharger certaines zones du cerveau. Donc, par exemple, des fois, c'est utilisé... si on surcharge votre cortex visuel, vous devenez aveugle pendant un petit moment ou des choses comme ça. C'est assez rigolo. C'est pour faire comme si les gens avaient des lésions cérébrales, mais temporaires, quoi. C'est pas mal pour étudier le cerveau. Et au fur et à mesure, la technique s'est raffinée. Par exemple, on peut l'utiliser pour déclencher des mouvements chez vous, hein, voilà, un mouvement du bras, etc. Et il y a une expérience, mais bon, prenez ça avec des pincettes, dans laquelle, en fait, les gens doivent choisir entre appuyer sur un bouton gauche, bouton droit, enfin, bref, ou alors c'est main gauche, main droite, je ne me rappelle pas. Et dans certains cas, c'est les expérimentateurs qui déclenchent le mouvement avec la TMS.
Et à la fin de l'expérience, on demande aux gens est-ce qu'ils avaient le sentiment d'être la personne qui a initié le mouvement ou pas. Et il y a quand même une grande partie de cas où en fait c'est déclenché par la TMS et puis ils ont le sentiment que c'est eux qui ont déclenché le mouvement. Donc il y a des trucs comme ça qui suggèrent que on n'est pas toujours super hyper fiable sur ces trucs-là, mais bon, après vous allez me dire c'est juste bouger une main. Je pense qu'effectivement c'était choisir votre orientation ou le métier que vous allez choisir, ce serait un petit peu plus difficile à faire, mais voilà, donc ça peut être un argument en faveur de l'idée que ces choses-là sont pas toujours super fiables en termes. Il y a de l'addiction aussi, en fait. Très souvent, phénoménologiquement, les gens ont l'impression d'avoir totalement le contrôle, alors que leur contrôle est très largement diminué, même s'il n'est pas... Alors je vous ferai confiance là-dessus parce que je connais pas assez, mais si c'est le cas, effectivement, c'est un problème. Je sais, mais ça m'intéresse, mais je suis pas spécialiste, mais il n'est pas annihilé, mais c'est quand même très largement déterminé. Quoi. Ouais, bah oui. Ils n'ont pas l'impression de... Oui, alors il faut regarder. Ce qu'il y a, je connais pas assez, je sais qu'il y a des débats là-dessus sur le fait que c'est juste que il y a des gens qui disent voilà, en fait les philosophes qui parlent de l'addiction souvent dans le débat sur le libre arbitre, on verra des exemples parce que c'est un exemple qui revient souvent, l'addiction. Mais la façon dont les philosophes parlent de l'addiction, c'est le désir devient tellement fort que tu es piloté par lui et puis tu n'es plus du tout en contrôle. Il y a certaines personnes qui ont dit non, les gens ils ressentent pas ça comme ça, ils ressentent plutôt comme le truc devient de plus en plus difficile à supporter. Donc au bout d'un moment ils craquent et c'est quand même eux qui font le choix. Ce qui ça pourrait être plausible, mais effectivement peut-être qu'il y en a qui ont l'impression que c'est eux qui choisissent alors qu'en fait pas du tout. Mais je reviendrai sur les cas d'addiction qui sont assez complexes. Je ne sais pas spécifiquement à ce genre de situation. Voilà, ça c'est la physique quantique. Voilà, alors quelques trucs sur le déterminisme, donc on les a déjà un peu anticipés avec la discussion. Est-ce que le déterminisme, ça veut dire que les choses sont prédictibles, forcément? Pas forcément en fait. Ça, il faut bien se mettre en tête que c'est pas parce qu'un système est déterministe qu'il est prédictible. Donc l'exemple le plus simple, c'est par exemple les lois de Newton, qui sont quand même des lois déterministes. Elles tombent dans ce qu'on appelle le problème à 3 corps, puis le problème à n corps. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que à partir du... Oui, il y a des gens qui ont lu le roman, c'est ça? Oui, il était sympa. Le problème à 3 corps, c'est l'idée que à partir du moment où on a 3 planètes qui orbitent les unes autour des autres, on a beau avoir les équations de Newton qui nous donnent les règles qui régissent le système, on n'a toujours pas les moyens de calculer et de prédire à l'avance la trajectoire des planètes assez longtemps dans le temps. Parce que ça devient des calculs trop compliqués. Vous voyez? De la même façon, ce qu'on appelle en mathématiques la théorie du chaos, pour le chaos, ça fait partie des trucs qui sont imprévisibles, mais la théorie du chaos, c'est une théorie de système déterministe, en fait. C'est juste que le déterminisme, ça veut juste dire qu'il y a des règles qui font que, étant donné un état initial, le futur est fixé, mais ces règles, elles échappent peut-être à la computation parce qu'elles sont trop complexes, en fait. Donc c'est pas parce que les choses sont imprédictibles qu'elles sont non déterminées. Donc là, un truc représentatif de la théorie du chaos, c'est les doubles pendules. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un pendule. Si vous mettez un pendule sur un pendule, on a les équations pour calculer le mouvement, mais ça devient tellement le bordel qu'en fait, on n'a pas le pouvoir pour vraiment calculer et prédire un pendule sur un pendule. Vous voyez, le fait, juste un truc tout simple comme un pendule sur un pendule, ça échappe déjà à nos capacités de prédiction. Et ça ne veut pas dire que c'est indéterminé. Donc, ce n'est pas parce que l'humain est imprévisible, par exemple, qu'il serait indéterminé. Surtout que, il y a des philosophes qui défendent que l'humain est quand même plus facilement prévisible que la météo, en général. C'est Hume qui dit quelque chose comme ça, qui dit, voilà, en fait, en général, quand j'invite les gens chez moi, je leur tourne le dos, et puis, parce que je sais qu'ils ne vont pas me poignarder dans le dos, en fait. C'est quand même assez prévisible. Si je partais du point de vue que les humains étaient complètement imprévisibles, la vie deviendrait invivable, en fait. Là, j'aurais le gilet pare-balles, et puis des trucs comme ça. On ne sait jamais, peut-être que vous pourriez être pris indéterministiquement d'une pulsion de mort ou de quelque chose comme ça. Donc Hume dit non, en fait, le seul fait que la société humaine fonctionne montre que le comportement humain doit être en grande partie déterminé et prévisible. Mais bon, peut-être qu'en fait, il fait une erreur, il confond prévisible et déterminé. Peut-être qu'on peut être prévisible sans être déterminé. Alors, ouais. Oui. La non-prédictabilité d'un système déterministe, elle tient juste au fait qu'on n'a pas les moyens, si on avait des super ordinateurs... Alors, je ne suis pas assez bon en mathématiques pour dire ça. Je ne sais pas si c'est juste un problème de puissance de calcul ou si, en fait, à partir d'un certain nombre d'inconnus, ça devient juste impossible à résoudre, en fait. Okay. Il y a aussi ce problème-là. Donc là, ça dépasse, oui. Voilà, on pourrait.
Si on était omniscient. Mais bon, en général, on ne l'est pas. Mais oui, l'idée, c'est que oui, si on était omniscient, qu'on avait un esprit infini, alors on pourrait, si le système est déterministe, on peut prédire à l'avance. Mais voilà, donc on va dire que déterminisme et prédictabilité elles se rejoignent uniquement dans l'esprit d'un être omniscient. Alors, bon, est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on prend les 5 dernières minutes quand même? Ça va, il n'y a personne qui doit partir. Alors, une dernière distinction qu'il faut faire, c'est entre déterminisme et fatalisme. Alors, tout le monde n'utilise pas forcément fatalisme dans ce mot-là, mais c'est important de distinguer les deux, parce que ça, c'est une erreur qui est faite depuis l'Antiquité. Hein. Déjà, il y avait des débats là-dessus. Le fatalisme, c'est l'idée que quelque chose doit arriver de toute façon. Hein, vous savez, c'est dans les tragédies antiques. L'oracle a dit que Oedipe allait tuer son père, épouser sa mère, et tu auras beau faire ce que tu veux, à la fin, il finira quand même par tuer son père, épouser sa mère. Hein. Le fatalisme, c'est l'idée que c'est fixé. Tandis que le déterminisme, c'est l'idée que les choses doivent arriver étant donné les conditions initiales, étant donné l'état actuel du monde. C'est-à-dire que si l'état avait été différent, on arriverait à autre chose. Hein. Et c'est surtout l'idée qu'il y a un chemin spécifique qui relie le présent au passé. C'est pas, la chose n'arrivera pas quel que soit le chemin qu'on prend. Hein. La chose arrivera parce qu'il y a un chemin précis. Alors pour illustrer ça, je vais prendre un truc qu'on appelait l'argument paresseux, qui est un truc qui était utilisé dans l'Antiquité contre les stoïciens. Donc les stoïciens tardifs étaient ce qu'on appelle des déterministes, hein, vraiment. Alors le terme n'existait pas à l'époque, mais les stoïciens tardifs sont déterministes dans ce sens-là. Et on leur disait, voilà, vous pensez que tout ce qui arrive doit arriver. Donc vous pensez par exemple que demain, là je suis malade, là, je me sens pas très bien et tout. Est-ce que je dois aller voir le médecin? Ben non, je ne dois pas aller voir le médecin parce que c'est déjà déterminé si je guérirai ou pas. Donc si je vais supposons que c'est que c'est déterminé que je dois guérir. Si je vais chez le médecin, je guérirai, mais si je ne vais pas chez le médecin, je ne guérirai pas, donc ça ne sert à rien d'aller chez le médecin. Vous voyez, ça c'est l'objection qu'on faisait. Ce que les stoïciens essayaient d'expliquer aux gens qui leur expliquaient ça, c'est de dire non, effectivement c'est nécessaire que tu guérisses demain, mais c'est nécessaire, alors peut-être pas demain, ce n'est pas un bon exemple, dans 15 jours, on va dire, on prend un truc comme ça, mais c'est nécessaire que tu guérisses parce que c'est nécessaire que tu ailles chez le médecin et que le médecin te donne les médicaments. Hein, c'est-à-dire que c'est pas, tu vas guérir, ça c'est déterminé, mais tu vas guérir parce qu'il y a un chemin précis qui va amener à cette guérison. C'est pas l'intervalle est indéterminé et puis tu retomberas toujours sur tes pattes. Non, c'est tu vas guérir parce que tu prendras les médicaments, parce que tu es allé chez le médecin, parce que tu as confiance en ton médecin, parce que blablabla, blablabla. Donc il y a une chaîne, c'est déterminé, mais d'une façon très précise par un chemin possible. C'est pas quelque chose de stable dans l'avenir qui ne bougera pas de toute façon. Ce qu'il faut voir, c'est que la différence entre le fatalisme et le déterminisme, c'est la robustesse. L'idée, c'est que le fatalisme, c'est quelque chose qui est robuste dans le sens où, quoi qu'il arrive, ce qui doit se produire arrivera. Tandis que le déterminisme, c'est compatible avec une grande fragilité. C'est l'idée que, étant donné comment est le monde, ça doit arriver, mais il aurait suffi que le monde soit un petit peu différent pour que quelque chose d'autre entièrement se produise. Hein, vous savez, il y a des films un peu sur ce modèle du genre... voilà, si j'avais pas raté le train, et je crois qu'il y a un film comme ça où il y a un personnage qui entre dans un métro, puis et la deuxième partie du film, c'est il rate le métro à 1 seconde près, puis sa vie prend des chemins complètement distincts. Ben ça, c'est compatible avec le déterminisme. C'est l'idée que les choses sont déterminées, mais ça ne veut pas dire que si elles avaient été un petit peu différentes, ça n'aurait pas donné quelque chose de grandement différent. Vous voyez la distinction entre les deux? Donc le déterminisme, c'est juste que, étant donné ce qui s'est passé dans le passé, les choses doivent se passer, mais il aurait suffi qu'elles soient un petit peu différentes, que les conditions initiales fluctuent un tout petit peu pour donner quelque chose de totalement différent. Et surtout, ça n'est pas vrai que ce qui arrivera, arrivera quoi que je fasse. Ce qui arrivera, arrivera parce que je ferai telle chose et pas telle autre. Ok? Est-ce que c'est bon là-dessus? Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ouais, non, je vais arrêter là pour le déterminisme, on reprendra la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai mis le document en ligne, puis la semaine prochaine, je vais voir ce que j'arriverai à faire pour régler les problèmes de connectique. Voilà. Oui? Du coup, hypothétiquement, si quelqu'un venait du futur me dire que demain je vais mourir, donc la fatalisme, ça arrivera peu importe. Voilà. Dans le cas déterministe, il y a une possibilité que ça arrive. Oh, il n'y a même pas juste une possibilité, ça peut être même une grosse possibilité. Ouais.
Oui, c'est ça. C'est l'idée que si j'avais le pouvoir de revenir du futur pour changer le passé, ben, ça changerait il y aurait des grandes probabilités de changer le futur. Tandis qu'effectivement, le fatalisme, c'est un peu cette idée où le type revient dans le passé à chaque fois pour changer un événement, et puis quoi qu'il fasse, l'événement se produit de toute façon. Ça, c'est pas du déterminisme, c'est vraiment du fatalisme. C'est l'idée que le truc arrive parce qu'il doit arriver. Il y a une sorte de nécessité qui est intrinsèque, tandis que dans le déterminisme, la nécessité, elle est nécessité en fonction de ce qui s'est passé avant. Donc si je change ce qu'il y a eu avant, je change tout. Donc par exemple, je parlais de théorie du chaos, les systèmes chaotiques, c'est ça, c'est des systèmes qui sont déterministes, mais dans lesquels il suffit de changer un tout petit peu le début, et puis on arrive à un résultat très différent. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Parce qu'effectivement, le fatalisme, si ça existait, ce serait un gros problème pour la liberté humaine. Ça, les gens sont plus ou moins d'accord. Mais voilà, le déterminisme, vous voyez que il faut bien voir que dans le déterminisme n'exclut pas que mes actions aient une utilité, en fait, c'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus, ou est-ce qu'il y a des gens qui avaient des compréhensions différentes de ce qu'est le déterminisme jusque-là? Non, c'est bon. Parce que beaucoup de gens ont l'intuition que le déterminisme est une chose très horrible, mais en fait, souvent, c'est assez dur de bien se figurer ce que c'est le déterminisme, quoi. Ça veut dire que c'est la plus grosse partie des cours sur le libre arbitre d'introduction en général, c'est d'essayer d'expliquer ce que c'est le déterminisme. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Oui. J'ai pas compris la différence, mais si on prend juste la définition à la lettre, ce qui doit arriver arrivera, ou on peut dire que c'est aussi vrai d'un point de vue déterminisme, parce qu'il y a une seule possibilité. Oui, mais c'est ce qui doit arriver arrivera, étant donné le passé. C'est ça qu'il faut rajouter. Tandis que dans le fatalisme, c'est ce qui doit arriver arrivera, point. Et voilà, donc ça veut dire que le passé a un rôle efficace dans le déterminisme. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce qu'on fait et ce qui se produit, en fait. C'est vraiment ça le point important, il n'y a pas de non-efficacité, en fait. Le problème du fatalisme, c'est l'idée que tout est vain. Les actions sont vaines, ne comptent pas, ça se produira. Tandis que le déterminisme n'implique pas ce caractère vain de nos actions, puisqu'elles sont efficaces, effectivement. Alors, effectivement, c'était déterminé que j'agisse de cette manière, que j'aille chez le médecin, mais le fait que je sois allé chez le médecin, il est causalement efficace. C'est ce qui m'a aidé à guérir, si on suppose l'exemple. Ok, c'est bon. Ok, alors je ne sais pas combien d'entre vous je reverrai la semaine prochaine, mais en tout cas, à la semaine prochaine. Donc je mettrai l'article en ligne à lire pour la semaine prochaine. Ce sera un article de Frankfurt qui est assez classique, donc sur les possibilités alternatives. Oui.